Voici les Techno, épisode 262, enregistré le jeudi 11 juin 2020. Comme toujours, il s'agit d'une revue de presse technologique, résultat de la veille hebdomadaire de nos chroniqueurs. Ainsi, cette semaine, il sera question de streaming illégal, de biométrie, de nanotechnologie, mais aussi d'Apple et des rumeurs insistantes de changement de fournisseur de processeurs, de la presque fin, des disques durs au profit des SSD ou encore d'un anniversaire, celui du PHP. On vous invite comme toujours à réagir, à partager ou à commenter cet épisode. N'oubliez pas de vous abonner et de faire en sorte de recevoir les notifications afin de ne rien rater de nos prochaines publications. Bonne écoute. Nos chroniqueurs cette semaine, sans plus attendre, sont ceux-ci. Voici, deux Sébastien. Ça m'arrange. Parce que ce que j'adore, c'est que dans la conduite, j'ai du Sébastien S et du Sébastien B, mais de toute façon Sébastien pour vous. Donc, les lancements vont être simplifiés. On remercie nos gentils contributeurs. Ils n'ont pas été très nombreux cette semaine à commenter. C'est que ça n'appelait peut-être pas de commentaires, l'épisode précédent. C'est possible également. JVG, en tout cas, nous a gratifié de ses opinions, de son avis. Sombre Papa également, Fred Dijoux, ainsi que Wofog, et bien entendu toutes celles et ceux, c'est un peu compliqué, c'est W-O-F-O-G-G, mais G majuscule, G minuscule, peut-être qu'il y a une nuance à respecter. Et bien sûr tous ceux qui ont répondu à notre sondage qui est maintenant clôturé. Je vais un petit peu analyser tout ça, on va en reparler, et on verra ce que ça va donner comme résultat en bout de course, si ça va modifier peut-être certaines de nos habitudes. Merci en tout cas à tous ceux qui ont participé à ce sondage et qui ont contribué à faire avancer ce podcast, qui est aussi une chaîne YouTube, ça vous êtes sans doute rendu compte également. La semaine dernière, Sébastien, en était témoin. Thierry avait lancé, notre ami suisse nous avait lancé une citation issue d'un film, tu vas d'abord me soigner cette vilaine peau, et on a posé la question bêtement de savoir de quel film culte était issue cette réplique. Bravo à Renaud Android, on va partir du principe que c'est son vrai nom de famille, ainsi qu'à Mario Ramallo qui a répondu, mais avec un petit peu de retard. La bonne réponse, c'est arrivé près de chez vous, film belge avec Benoît Poelvoort. Certains s'en souviennent peut-être, sûrement même. Donc voilà, à un moment donné, il fait la remarque à un serveur, tu vas d'abord me soigner cette vilaine peau, un serveur qui est aussi un sommelier, si je ne dis pas de bêtises. Voilà pour remettre les choses dans leur contexte. Alors on s'est dit, tiens, c'est vrai, finalement, cette petite routine, Sébastien, le regard perdu dans le vague. Cette petite routine semble bien vous plaire, et voilà, plutôt que poser la question en toute fin d'épisode, on s'est dit on va peut-être la poser au début de l'épisode, et se baser une fois de plus, ça c'est l'habitude de Sébastien, sur le numéro de cet épisode, le 262e épisode. 262, c'est un chiffre qui t'évoque quoi, Sébastien ? Et qui devrait évoquer quoi à nos auditeurs ? Évidemment, ça devrait évoquer à tout le monde un nombre méandrique, parce que 262, c'est le 5e nombre méandrique. Alors, c'est quoi un nombre méandrique ? C'est ce qu'on vous pose comme question. Répondez, mais alors, pas Wikipédia, pas machin, n'allez pas. Vous devez savoir ce que c'est un nombre méandrique. Oui, c'est ça. Le premier qui connaît, bravo. Alors, on va vous faire confiance, comme on le fait d'habitude. N'allez pas sur Wikipédia, bien sûr. On va dire ça. Mais si vous avez la réponse, soyez honnête, dites-nous que vous l'avez. Oui, j'ai la réponse. J'attends ça. Super. Donc voilà, la petite explication, etc. Et comme ça, tout le monde aura appris quelque chose. C'est aussi un moyen malin d'apprendre des mots nouveaux. C'est un petit peu là pour ça. Belle celle-là. C'est lombrique, donc. Mais lombrique. Méandrique. Donc 262 est donc un nombre méandrique. Pourquoi ? Voilà, ça c'est la vraie question. Pourquoi 262 est-il un nombre méandrique ? C'est la question du jour. Je pense que sur ce coup-là, on peut entamer tout de suite notre abécédaire, sauf si vous avez tous deux un truc à rajouter. Non, rien de spécial. On y va. La lettre A, qui pourrait être A comme Apple, mais aussi A pour ARM, ou ARM si vous préférez. Quand Apple change de processeur, c'est un peu le serpent de mer, ça. C'est la rumeur qui revient épisodiquement, mais qui se renforce à chaque fois qu'elle revient, Sébastien. Qu'en est-il ? À l'aube, c'est bientôt le WWDC, je pense, et donc il en sera probablement question à cette occasion-là. Donc, qu'en est-il de cette rumeur, justement ?
Je suis tellement content d'enregistrer un épisode méandrique avec vous aujourd'hui. Alors, Apple ou ARM, je ne savais pas quoi choisir, j'ai mis les deux et je voulais garder les deux, Apple ou ARM. J'en avais déjà parlé il y a quelques semaines, quelques mois, parce qu'il y a ces rumeurs insistantes, effectivement, qui disent qu'Apple va changer de fournisseur de CPU. Ils vont migrer pour la gamme de Mac de Intel, qui est utilisée dans tous les Mac pour le moment, vers ARM, et mieux, ils vont fabriquer leur propre processeur ARM. Ils le font déjà pour les téléphones et pour les tablettes. Ce sont des puces A quelque chose, on est à A12 je crois maintenant. Et ils appliqueraient le même design et continueraient à fabriquer leur propre puce sur l'architecture ARM pour les Mac également et se séparer d'Apple. Alors pourquoi est-ce que j'ai retenu ça? D'habitude, j'aime pas commenter les rumeurs, mais ici elle est citée par Bloomberg et Bloomberg en général est bien informé, à part une exception il y a quelques mois, mais enfin on va pas revenir dessus, et en général bien informé, donc ça a l'air sérieux. L'annonce se ferait lors de la Worldwide Developer Conference qui s'appelle WWDC, qui normalement se tient à San Francisco début juin. Cette année, cette conférence sera en ligne fin juin et gratuite. J'en profite pour faire l'annonce. Si vous êtes développeur Apple, vous pourrez assister à la conférence WWDC gratuitement en ligne d'ici une dizaine de jours, d'ici 2 semaines environ. Pourquoi est-ce que j'ai épinglé ça? Pour 2 choses. D'abord, la capacité d'Apple à faire des transitions hardware, ça m'impressionne toujours. J'en avais parlé la fois passée, je crois que c'était Seb qui était là aussi, en second chroniqueur. Ils nous ont fait passer de PowerPC à Intel de façon extrêmement painless, comme on dit en anglais, sans souffrance, et changer d'architecture CPU pour un OS, c'est quand même quelque chose d'assez costaud, c'est le cœur de l'OS. Ça veut dire que tous les développeurs doivent recompiler leurs applications pour fournir des jeux d'instructions compatibles avec le nouveau processeur. À l'époque, ils avaient inventé un format binaire, enfin ils l'ont pas inventé, mais ils ont utilisé un format binaire qui inclut les deux, ils appelaient ça des binaires lourds, le format PowerPC et le format Intel dedans, de manière à ce que les développeurs puissent distribuer un seul binaire et en fonction de la plateforme sur laquelle il tourne, ce serait un jeu d'instructions ou d'autres jeux d'instructions qui seront utilisés. Ils avaient développé une virtual machine aussi qui permet de lancer des codes PowerPC sur des architectures Intel. Donc ici, ça va être tout à fait transparent probablement pour la plupart des utilisateurs. Quel est le gain pour les utilisateurs? Probablement une amélioration de performance, parce qu'Apple va pouvoir travailler plus en détail sur les choses qui comptent pour eux, plutôt que d'avoir des processeurs génériques qui doivent servir à plusieurs fabricants. Certainement une amélioration de batterie sur les appareils aussi, donc c'est quelque chose à surveiller, qui va avoir des avantages pour les utilisateurs que nous sommes. Et quel est l'avantage pour Apple? Vous allez me dire, vous savez qu'Apple aime bien tout contrôler, et là ils peuvent contrôler le logiciel et le matériel, puisqu'ils sont les fabricants du chip, les fabricants de l'OS, les fabricants du matériel globalement, et donc on peut s'attendre à des intégrations plus poussées, peut-être des designs encore un peu plus fins, qui prennent moins de place, etc. Garder le contrôle, probablement gérer les coûts également, c'est un gros sous-traitant auxquels il ne faut plus négocier. Ils sont maîtres de leur destin, de leur roadmap, de leur coût de fabrication. Donc évidemment, il y a beaucoup d'avantages pour Apple. Est-ce qu'on peut s'attendre également, du coup, au portage de certaines applications présentes sur l'iPad Pro, par exemple, vers du MacBook ou inversement? Non, ça change pas grand-chose pour les développeurs parce que c'est déjà le même langage de programmation, Objective-C ou Swift, c'est déjà les mêmes frameworks de présentation d'éléments graphiques, et donc que le développeur programme pour iPad ou programme pour Mac, la grande différence vient de l'interface graphique. On ne gère pas une interface graphique sur une tablette à cause de la taille de l'écran, à cause du touch notamment, comme on le gère sur un Mac. Donc dans les news que j'ai lues, ils n'ont pas l'air de dire qu'on parle de convergence de macOS et d'iOS. C'est vraiment pas ça l'objectif. C'est juste optimiser leur chaîne de production, optimiser leur contrôle, leur destinée, probablement rogner sur les coûts, avec quelques avantages pour les utilisateurs que nous sommes aussi, notamment les batteries et probablement la performance. Maintenant, je voulais rebondir sur cette news-là aussi, parce que chez moi, elle fait écho à un autre domaine, qui est le domaine du cloud, où je travaille, donc je suis ça de très près, où un fournisseur cloud, Amazon Web Services pour pas le nommer, a annoncé il y a quelques semaines aussi qu'ils allaient faire des serveurs
c'est pas qu'ils allaient faire, qu'ils mettent à disposition déjà aujourd'hui des serveurs basés sur ARM. Et si on regarde, il y a vraiment un parallèle entre Apple et Amazon pour ça, parce qu'Amazon est dans le même cas d'Apple, sauf qu'ils sont côté serveur plutôt client. Ils ont d'abord un volume suffisamment grand qui leur permet de concevoir leur propre processeur et de se séparer d'Intel ou d'AMD. Et ils contrôlent entièrement la chaîne également, en tout cas la chaîne du hardware, parce que les machines dans les data centers d'Amazon sont conçues pour Amazon, par Amazon, elles ne font que ça, et tournent tout le stack de virtualisation est contrôlé aussi par Amazon. Et donc c'est la même chose, volume, besoin de contrôle des roadmaps, des performances, et contrôle complet du stack hardware et logiciel qui s'arrête à la couche de virtualisation, évidemment, dans le cloud. Pas l'OS. Et donc on voit le même genre de mouvement, drivé par les mêmes mouvements, avec les mêmes effets, réduction des coûts, augmentation des performances, autour de ces architectures ARM. Et je terminerai en rappelant que ARM, c'est pas un fabricant, c'est pas une marque, c'est une architecture qui appartient à une boîte japonaise, je crois, et donc qui prend des dividendes. Exactement, ils doivent payer une licence pouvoir utiliser l'architecture ARM, mais c'est pas un fabricant. Dans le cas d'Apple, c'est eux qui fabriquent leurs puces ARM. Dans le cas d'Amazon, c'est eux qui fabriquent leurs puces ARM. Pour Sébastien, l'autre Sébastien, bonne nouvelle, pas bonne nouvelle? Globalement, bonne nouvelle. Enfin, pour Apple, tant mieux, certainement. Ils font ce qu'ils veulent. Hein. C'est leur marque, c'est leur matériel. Pour ARM, dans l'ensemble, bonne nouvelle. Il y avait une boîte qui avait essayé, il y a quelques années déjà, de se lancer dans les serveurs ARM et qui avait abandonné parce que le marché n'était pas là. Ils étaient trop tôt, probablement. Ici, il y a quelques serveurs qui... on en avait parlé, je pense, il y a quelques numéros, quelques processeurs assez imposants qui arrivaient, donc c'était assez sympa. Il faut savoir que Intel fait la même chose à propos pour les licences, mais eux ne les ont pas données comme ARM à tout le monde. Eux, on propose leur CPU, inévitablement, mais AMD a une licence Intel pour pouvoir faire du x86, et VIA aussi a une licence pour pouvoir faire du processeur x86. Et c'est d'ailleurs grâce au détour de cette licence qu'un fournisseur chinois fait ses propres processeurs x86 pour être indépendant d'Intel, en tout cas sur la fabrication. Donc c'est un peu, pour le moment, Intel qui souffre, ils reçoivent un peu aussi de leur licence, mais ils perdent de leur hégémonie clairement sur les processeurs, et c'est pas AMD qui est là pour les aider aujourd'hui. Très loin de là, parce qu'ils prennent beaucoup de parts dans tous les sens. Oui. Donc, Sébastien. C'est marrant de voir ces processeurs ARM qui ont été conçus au départ pour des objets embarqués, pour des objets distribués, à faible consommation de batterie, des trucs qui n'avaient pas besoin de beaucoup de puissance, qui a petit à petit évolué d'abord vers nos NAS et des boîtes un peu plus grosses, et puis vers des téléphones et des tablettes, et puis maintenant vers des serveurs dans le cloud et des machines desktop. Donc ils sont arrivés à une maturité maintenant qui leur permettent d'attaquer des charges, des charges d'application équivalentes à ce que font Intel ou AMD à un prix beaucoup plus bas. Et je voulais rajouter quelque chose, mais je ne sais plus quoi. Oui, on parle de Docker dans les futurs processeurs Apple ARM. Donc, c'est quand même un niveau de parallélisme et de lasagne, d'empilement en couches qui est assez impressionnant. Est-ce que quelque part aussi, Intel, parce que finalement le dadon de la farce dans l'histoire c'est bien Intel, ne paye pas un peu le prix des différentes failles dont on a parlé les années qui viennent de passer je veux dire, c'est pas les seuls processeurs à avoir des failles, soyons clairs, mais ça a quand même fait du potin, quoi. J'ai oublié le nom de ces deux failles connues. Spectre et l'autre c'était Meltdown. C'est ça. Donc voilà, est-ce que quelque part tout d'un coup ça n'a pas fait aussi cogiter chez Apple de se dire oh là là, ça attention, ici nos produits peuvent être impactés par ce type de problématiques liées à des problèmes d'architecture processeur sur lesquels on n'a pas la maîtrise, est-ce qu'on ne récupérerait pas cette maîtrise chez nous? Question que je pose comme ça, c'est juste une hypothèse. Récupérer la maîtrise certainement, peut-être pas en matière de sécurité, parce qu'un processeur c'est extrêmement compliqué et il y aura des failles probablement chez Apple également, mais récupérer la maîtrise en matière de roadmap, donc disponibilité de nouveaux modèles, de recherche et développement à leur rythme à eux et pas au rythme imposé par Intel, et de contrôle des coûts de fabrication certainement. Ok, bon, je pense qu'on a bien fait le tour de cette question-là une fois de plus, sauf que Sébastien, quand il met son doigt dans la narine gauche, en général, ça veut dire qu'il a un truc à rajouter.
Oui, pour info, vous aurez la source sur notre site, sur le site Les Technos, parce que vous l'avez toujours, Oui, toutes les sources utilisées sur le site, oui. que effectivement, ARM, lui aussi, a des failles, hein, justement. On en a une qui a été annoncée aujourd'hui, 11 juin, dans les ARM V8. Il y en a, c'est pas la première, c'est certainement pas la dernière, et en plus, on a même droit à une pub pour une jolie madame. Donc, tu vois, rien n'est perdu. Pour ceux qui n'ont pas l'image, c'est la pub sur le site. C'est très sympa. Cette pub, je me la C'est une traîne, faille, quoi. je ne sais pas pourquoi, Ouais. mais c'est parce que je me la traîne sur YouTube, je me la traîne maintenant sur ce site. Il je faut me que la tu traîne achètes et ils savent que tu vois, ça Ouais, t'intéresse. bah oui, mais c'est la robe qui est à vendre, c'est pas la madame. Ah, merde. Voilà, c'est comme ça, que voulez-vous. Ceci étant dit, oui, comme tu le disais très justement, Sébastien, nous mettons toutes les références des sites qui nous documentent, hein, qui sont à l'origine de la veille de nos petits camarades, et si c'est possible de croiser avec d'autres informations, on met également ces liens à disposition, et on ne se gêne pas pour monter les pages, en l'occurrence dans l'image, si vous nous regardez, avec la pub de ces sites, voilà, et c'est un petit peu, voilà, c'est comme ça que ça se passe aussi de ce côté-là. Tout le monde doit vivre, j'ai envie de dire, hein, c'est un petit peu ça qui paye aussi l'information. Ouais, mais ils vont pas vivre Donc, en te vendant ça, hein. Pas toi. ça, c'est un autre problème. Pas à moi, en tout cas, c'est un fait évident. Bon, on peut passer à la suite si vous voulez bien, hein, on fait ça. Oui. Je me suis permis de retitrer ce sujet en B comme biométrie parce que le reconnaissance faciale était un peu long. Donc voilà, B comme biométrie, Sébastien. On va parler de ces sociétés tech qui militent maintenant pour l'usage qui limitent, l'usage de leur technologie de reconnaissance faciale. C'est entre autres une annonce d'IBM, si je dis pas de bêtises, cette semaine. Hein. Alors, c'est toi qui l'as épinglé Oui. dans la presse cette semaine, l'annonce d'IBM. Et de nouveau, je comptais même pas nécessairement la reprendre. Et puis, j'en ai vu une autre qui venait d'Amazon aussi. Et donc, je me dis, tiens, deux grands en même temps, la même semaine, qui annoncent la même chose. Ça nécessite peut-être de creuser un tout petit peu plus. Donc, de quoi il s'agit IBM et Amazon annoncent tous les deux l'arrêt de l'utilisation, en tout cas de la fourniture de technologies de reconnaissance faciale aux forces de l'ordre. IBM le fait de façon un peu plus large en disant on arrête de développer des technologies de reconnaissance faciale general purpose, grand public. Alors, je me demande ce que ça veut dire, ce petit mot-là. Est-ce qu'ils font encore du reconnaissance faciale pour certains cas spécifiques ou privés, probablement. Donc, IBM, ils arrêtent globalement. Amazon, ils annoncent juste qu'ils arrêtent de fournir aux forces de l'ordre. Alors, remettons tout ça dans le contexte. On parle de quoi? On parle de reconnaissance faciale, donc la possibilité qu'une machine a, à partir d'une image de vous, ou une vidéo de vous, de reconnaître au minimum que c'est une personne qui sourit, qui a des lunettes, qui a tel âge, etc. Au mieux, de reconnaître que c'est vous. Moi, spécifiquement, Sébastien, et personne d'autre. Cette technologie, ça fonctionne comme la plupart des algorithmes d'apprentissage machine. Je l'ai déjà expliqué ici, mais je vais le répéter encore une fois parce que j'aime bien parler de chats. Si on veut apprendre à un ordinateur à reconnaître des chats, vous lui donnez des milliers de photos de chats, des photos annotées. Donc il faut des humains dans la boucle qui disent voilà, ça c'est un chat, ça c'est un chat, ça c'est un chat. Et après un certain temps, vous montrez une photo. Chat. Exactement. Ça marche. Et puis après un certain temps, vous montrez une photo au système, une photo qu'il n'a jamais vue, un mug, un micro, un pangolin. Et ça, c'est quoi? Et le système va vous dire, je suis à peu près sûr, à autant de pourcents, que c'est un homme, une femme, etc. Donc ça, c'est comme ça que ça marche. Et il se fait que des universitaires ont fait beaucoup d'études sur 20, 30 fournisseurs de reconnaissance faciale au travers des derniers mois. Et ces études ont toutes montré que les systèmes commerciaux qui sont disponibles, donc on parle de plus de 40 sociétés aux US qui fournissent des technologies comme ça, 20 ou 30 qui ont été dans ces études-là, sont biaisées dans le sens qu'elles reconnaissent mieux les personnes blanches, les hommes blancs, même pas les personnes blanches, les hommes blancs que le reste. Et au plus la couleur de peau est foncée, au plus il y a des cas de faux positifs où on pense reconnaître quelqu'un, mais c'est pas ce quelqu'un-là. Alors, si c'est pour un jeu vidéo, si c'est pour jouer avec une application iPhone dans la famille, etc., qui est un biais dans la reconnaissance vers certains types de visages, c'est pas dramatique, mais quand des forces de l'ordre commencent à utiliser ces applications-là, c'est pour automatiquement reconnaître des gens et automatiquement prendre des actions envers certaines personnes parce qu'ils ont été reconnus comme étant
par l'algorithme comme étant à 98%, à 98% telle personne ou telle personne. Ça pose un problème, ça pose un problème moral qui, pour le moment, depuis 10 jours, l'actualité vous aura pas échappé, fait débat dans la société en général, sur la planète entière, mais très très fort aux États-Unis, beaucoup plus fort que ce qu'on ressent ici. Et donc, il y a un effet d'annonce de ces sociétés-là aussi, de dire, voilà, on reconnaît le biais raciste en général. De la société et de certains algorithmes, et on ne veut pas que nos technologies soient utilisées dans un contexte d'enforcement, de réenforcement, comme on dit, d'enforcement de l'ordre, pas par la force de l'ordre. Ça en rajoute encore une couche supplémentaire sur un problème déjà difficile du point de vue humain. Si maintenant, machine raciste, ça va pas aider non plus, quoi. C'est un peu ça l'idée. Et donc, c'est deux startups, c'est IBM et Amazon, qui, la même semaine, à 2 jours d'intervalle, font globalement le même genre d'annonce. C'est marrant parce que tout ce qui se passe ces derniers temps, je pense à la crise du Covid, ici, ce problème de racisme, de violence policière, etc., ça débloque, j'ai l'impression, un tas de trucs, mais pas toujours dans le sens dans lequel on s'attendait au niveau technologique. Ici, on voit qu'il y a tout d'un coup une prise de conscience de dire, tiens, ça fait pas mieux que l'homme, on va faire marche arrière. Et c'est plutôt positif quelque part, si c'est honnête. J'espère que ça l'est. Je sais pas ce qu'en pense l'autre Sébastien qui fait une petite moue boudeuse. Il n'a pas mis son doigt dans le non. Il croit pas trop, lui. Perso, pas plus que ça. Enfin, après, faire les forces de l'ordre, oui, ok. Maintenant, arrêter le développement de la techno. Non, je vois pas pourquoi. Mais Intel a toujours, parce que tu vois, ils sont plus dans les CPU, mais ils ont toujours d'autres trucs. Eux, ils font OpenCV qui est une des libs qui est quand même le plus utilisée pour la reconnaissance faciale et plein d'autres choses. Là, ça est toujours dispo, de toute façon, c'est ouvertement disponible. Donc, c'est pas ça qui empêchera le monde de faire de la reconnaissance faciale. Donc, non, attention, parce qu'on dit ici reconnaissance faciale, c'est le problème de la reconnaissance faciale, pas de la reconnaissance d'image, parce qu'on a fait des chats, on a fait des chats et des mugs aussi, donc il n'y a pas de racisme chez les chats, normalement, ni chez les mugs. Quoique, c'est vrai que j'ai connu un siamois, moi. mais voilà, OpenCV fait de la reconnaissance faciale. Oui, donc, mais Intel a des tools qui sont très, très efficaces. Et puis il y a plein d'autres boîtes qui ont plein de tools qui sont très efficaces. J'ai plus le nom comme ça, mais on en a parlé il y a très longtemps, des années. C'était une boîte israélienne qui avait une techno dispo pour, et c'est Facebook qui l'a racheté. Mais le truc, tu faisais une photo miniature de 60 pixels sur 60 pixels qui se battaient en duel, et ils te reconnaissaient. Oui. Donc bon, voilà. Peut-être qu'effectivement, si tu es blanc, homme, tu as plus de chances de... Voilà, c'est juste le problème. Il faut améliorer. Ces technologies sont hyper puissantes. J'ai fait une démo pour des clients il y a quelques temps avec un de mes collègues. J'ai un de mes collègues qui a un frère jumeau. Et donc, on a passé 10 photos, pas plus que 10 photos, donc 10 photos de 2, en disant, voilà, ça c'est Steven, ça c'est Dean, je crois qu'il s'appelle le frère jumeau. Et puis après, on lui passait des photos aléatoires en dehors de ce jeu-là de 10, et le truc reconnaissait à tous les coups lequel des 2 frères jumeaux c'était, alors que moi, j'arrive pas à les reconnaître. Quand j'ai rencontre en rue ou dans un aéroport ou ce genre de choses, je sais jamais si c'est l'un ou si c'est l'autre. Et donc, ces systèmes sont extrêmement puissants aujourd'hui, avec très peu de données d'entraînement. C'est parce que l'algorithme ne sait pas qu'ils sont jumeaux. C'est ça le truc. Toi, tu envoies un des 2, tu te dis, c'est le frère, mais c'est lequel, les 2? Donc voilà, toi, tu as le biais, il est intégré, tandis que la machine... Voilà, c'est ça le truc aussi. Non, c'est pas plus mal qu'on se pose des questions en tant que société sur comment les forces de l'ordre, en général, par exemple la police, utilisent ce genre de technologie. On a tous vu le film Minority Report, et chaque fois que je vois, je repense chaque fois à ce film, chaque fois que je lis des articles liés à ce genre de technologie, et on n'a pas envie nécessairement de vivre dans un monde comme ça. Oui, il faut quand même garder un sens, du bon sens aussi, quelque part. C'est pas que de la technique, Seb. Oui, alors je sais pas ce qu'il en est aux États-Unis, mais il faut savoir quand même aussi que les forces de l'ordre
ont des informaticiens. Hein. Donc, si IBM ne veut pas, rien n'empêche la police de développer ses propres outils. Et par exemple, en Chine, par exemple, c'est pas nécessairement des entreprises qui développent les systèmes de reconnaissance faciale ou de contrôle sociaux, des choses comme ça. C'est des organismes gouvernementaux, on peut l'imaginer en tout cas. Quoi. C'est vrai qu'il peut y avoir un aspect commercial de sa société aussi, qui ont un marché à protéger et qui ne veut pas nécessairement... L'éthique aussi. Voilà. Il y a un côté éthique. Et ils ont peut-être pas envie d'aller vers ce terrain-là, ou alors avec un produit béton, quoi, validé, etc. Ils le diront peut-être pas. C'est pour ça que je parlais d'honnêteté intellectuelle aussi, quelque part. C'est bien de faire des annonces, mais si c'est juste pour la galerie, ça ne changera pas grand-chose au schéma. Je me rappelle qu'il y a quelques années, c'était pas chez Microsoft, où il y avait eu une petite montée d'adrénaline dans le chef des employés en disant « Oh là là, Microsoft travaille avec un gouvernement, je ne sais plus, américain peut-être, je ne sais plus. » C'est américain, et ça n'avait pas plu au personnel qui avait fait pression sur Ballmer à l'époque, je pense, pour dire non, nous, on n'a pas envie de travailler dans une entreprise qui fait ce genre de choses. Voilà. Et ils l'ont pas fait, et effectivement, ils ont plié. Oui, donc, même chose chez Google aussi, avec des contrats liés à la défense américaine. Donc il faut aussi compter un petit peu là-dessus, sur la pression interne à l'intérieur même de ces entreprises. On l'a vu il n'y a pas tellement longtemps par rapport à tout autre sujet, ou quoique par rapport à Mark Zuckerberg chez Facebook, où on sent que sa base a tremblé à un moment donné, et que la pression montait en interne, et que ça pouvait faire bouger certaines choses, certaines lignes en tout cas, dans des décisions de première ligne, quoi, de première importance. Je dirais à la base que je suis désolé, je suis assez d'accord avec toi sur le fond, mais sur la forme, il y a un twist. C'est que c'est pas spécialement en disant que aux boîtes de tech qui vont refaire l'éthique des gouvernements américains, s'il y a un problème politique, ça reste un problème politique. Eh bien, c'est un problème politique, et ça doit être réglé politiquement, avec les urnes, avec de l'éducation, avec tout ce qu'on veut. Aujourd'hui, voilà, c'est pas Amazon IBM c'est IBM et Amazon qui vont refaire les États-Unis en disant qu'ils arrêtent un outil. Hein. Ça fait plus de récupération politique qu'autre chose. Donc c'est ça que je dis. Ouais, ok. Moi, je pense que c'est un comportement propre aussi, je pense, si je dis pas de bêtises, Sébastien, propre aux États-Unis, à un certain esprit aux États-Unis. Chez nous, ça ferait un scandale politique. Tu vois, c'est d'abord. Et après, il y aurait peut-être, on taperait sur les doigts d'une entreprise quelconque, peu importe. Chez eux, c'est les entreprises qui gouvernent quelque part, ou qui s'autogèrent, et qui disent les choses. Le gouvernement parle très peu, finalement, aux États-Unis, si je dis pas de bêtises, surtout Trump qui parle. Et donc, du coup, il y a moins de ce genre d'opposition qui va lancer l'opprobre sur une société particulière qui travaillerait dans tel ou tel contexte. C'est plutôt à l'intérieur même des entreprises que ça bouge. J'ai l'impression, vu de chez nous, j'ai l'impression que c'est un petit peu ça qui se passe, alors que en France, en Belgique, en Europe de manière générale, ça part du politique quasiment systématiquement, quoi. J'ai l'impression, non ? Oui, je vois mal le politique critiquer le politique là-dessus. Donc, non, mais critiquer aux États-Unis, c'est normal qu'ils ne parce que comme chez nous, on est en période en campagne électorale quasiment permanente, tu auras toujours une opposition qui va critiquer le pouvoir. Donc donc les politiques critiquent les politiques, ils ne font que ça d'ailleurs. Oui, d'accord, mais on s'entend. Mais ils vont pas. Après, ils ont besoin de la police, donc aux États-Unis, c'est un peu délicat. La situation est délicate. Oui, c'est pour ça que je disais que c'est un autre comportement aux États-Unis que chez nous. C'est donc bien logique. On avait dit qu'on parlait pas politique. Ni cuisine. Allez, hop, ni cuisine. Ni des chats. On n'a plus les chats non plus. On va parler de quoi alors ? Ah Quand on ne sait pas de quoi parler. Quand on ne sait pas de quoi parler, on parle de Facebook. F comme Facebook, Sébastien. Quand le robot remplace le programmeur, c'est comme ça maintenant. On donne le boulot au robot. Ouais, robot cuiseur. Oh, peu de cuisine si tu veux. Et t'as vu, j'ai même réussi à faire une news sur Facebook qui est même positive. Enfin, je l'ai pas encore faite, mais c'est positif. Ah, c'est positif. Alors, on passe à la suivante. On n'est pas comme ça. Non, alors, quand c'est bien, il faut le dire. Donc, je t'en prie. Oui, les mecs, ils ont bossé sur un tool basé sur l'intelligence artificielle, le truc, un tool, quoi. Ils ont scripté un truc. Un chat. Et qu'ils ont appelé Transcoder.
ils ont manqué un peu d'imagination, mais bon, ils étaient fatigués, ils ont beaucoup bossé, les gars. Et le truc, par contre, est assez intéressant dans le sens où il fait un truc que la plupart des devs détestent, c'est reprendre du code et le mettre dans un autre langage. Parce que, bon, écrire du code, c'est chouette, mais reprendre le code d'un autre pour le réécrire, bon, déjà, tu dois comprendre ce que l'autre il a écrit, même si c'est toi, parce que tu n'as pas toujours documenté il y a quelques années. Hein, et alors, réécrire tout ça dans un autre langage qui a d'autres paradigmes, mais c'est pas toujours aussi évident. Hein, donc, tu peux parfois y passer de mauvaises soirées pour au final un tool qui va faire la même chose, tu vois. Donc, tu as une frustration énorme dans ce genre de truc. Tu ne crées rien, en fait. Tu ne crées rien. Juste que... Et donc, les mecs, ils se sont dit, on va faire un tool qui le fait. Il y en a quelques-uns, hein, mais celui-ci, qui va aller analyser tous les projets GitHub pour comprendre comment on écrit dans les différents langages, les différentes spécificités, et qui transcode du coup du C++ en Java ou en Python ou inversement, un peu dans tous les sens. Alors, faut pas espérer non plus que le truc, ils sortent le code et tu compiles, mais ils arrivent à un truc qui est, alors, suivant d'un langage à l'autre, c'est plus facile de transcoder de certains à d'autres. Si tu veux faire du C++ vers du Java, tu as 74,8% de code qui est bon. C'est pas mal quand même si tu as 75% de ton taf qui est fait. Si par contre tu fais du Java vers du C++, dans l'autre sens, là tu montes à 91,6%. Donc là tu es quasi binaise, tu as plus que quelques heures et puis hop, tu as rendu ton projet. Par contre, du Python vers du C++, tu as 57%, donc là il y a encore du taf, hein. C'est pas gagné, quoi. Et donc voilà, et, c'est assez sympa, et c'est pas un truc qui personnellement me botte de passer mes soirées à donc je trouve ça assez bien si on peut commencer à utiliser ce genre d'outils, mais j'espère qu'il y aura plus de langage, parce qu'il y a plein de librairies parfois que tu ne sais pas utiliser dans un autre langage parce qu'ils n'ont pas prévu les bindings et ça t'emmerde, et tu voudrais pouvoir le transcoder. Donc sur le fond, il y a des besoins dans certains langages qui sont un peu moins utilisés. Par contre, c'est plus Java, Python, c'est pas les trucs qui sont les moins utilisés, donc en général, tu as plus ou moins tout ce que tu veux. Est-ce qu'ils le mettent à disposition, ce tool, à portée de n'importe qui, ou ils le gardent juste pour eux parce que ça, c'est... Alors, Facebook a l'habitude de publier des trucs en libre. Ici, j'ai pas vu le tool dispo, mais je serais pas étonné qu'ils le mettent à disposition. Donc, je ne l'ai pas trouvé, j'ai pas l'info. Ouais, bon. Je ne l'ai pas comme ça directement, mais je serais pas étonné qu'il soit publié, ou au moins que tu puisses l'utiliser sans avoir le code source du truc. C'est les premiers à faire ça ou d'autres s'y sont essayés aussi, peut-être dans des langages plus spécifiques, très spécifiques à ce moment-là, moins ouverts sur le monde, plus parce que ça se fait de changer, de passer de tel langage à tel autre langage de manière très récurrente, et que donc du coup on va se focaliser sur ce voyage-là. Il y a plein de tools qui existent, mais en général ils font de 1 à 1 langage. Donc, c'est un truc spécifique qui va dire je vais transformer du Pascal en C parce que plus personne veut faire de Pascal, ou inversement du C en Pascal parce que justement t'as besoin de récupérer des bindings. Ce que soit utilisé par une IA qui aille analyser 2,8 millions de GitHub, là par contre pour moi c'est les premiers, et du coup ils doivent avoir, on peut espérer une qualité supérieure que les autres tools. Donc, c'est une autre approche. Ouais. Seb, tu avais commencé à dire quelque chose. Oui, je me demande à quoi ça sert. Désolé, mais est-ce que tu baserais vraiment un projet professionnel sur une librairie transcodée parce que tu n'as pas de librairie équivalente dans le langage que tu développes? Enfin, est-ce que dans la vraie vie, il y a beaucoup de code qui finit en production? Je vois l'aspect académique, recherche du truc. L'aspect pratique, il y en a souvent, mais tu dois relire le code, donc tu dois tout retester de manière unitaire. Ok, ça le fait toujours, mais il y a des cas où malheureusement t'as pas le choix que de transcoder d'un langage à l'autre. Il y en a, j'en ai eu par le passé, donc et c'est chiantissime. En tout cas, si Facebook s'est penché sur la question, c'est pas juste pour l'effet de style ou autre, c'est qu'ils en avaient un usage, manifestement.
Alors, c'est pas écrit sur l'usage, mais historiquement, ils ont bossé beaucoup sur PHP. Parce qu'ils utilisaient énormément de PHP, et puis un jour, ils se sont dit, ouais, mais enfin, le PHP, c'est gentil, mais c'est pas compilé, et donc à chaque fois, on réinterprète. Là, je triche un peu, on réinterprète pas toujours à chaque fois, mais dans le principe, c'est comme ça que fonctionne PHP. Ils disent donc, on perd beaucoup de puissance CPU ils l'ont optimisé, et ils avaient, grâce à ça, diminué de 5, facteur 5, c'est pas mal quand même, hein, Ouais. le nombre de serveurs dont ils avaient besoin, mais ils utilisent toujours du PHP, il y a toujours moyen d'aller plus loin. Alors, si un jour tu m'annonces que Facebook est tout réécrit en C++, je serais pas spécialement étonné. D'accord. Et ils ont quand même beaucoup de code, donc... Ouais. Donc, et ils font aussi une économie d'échelle au niveau du personnel, on imagine, puisque c'est du temps en moins de cerveau utilisé, quoi. C'est un peu ça Voilà. l'idée. Bon, après, hein, que l'image s'affiche un peu moins bien, c'est pas aussi dramatique que dans un milieu médical, tu vois, c'est Facebook. Donc, Oui, c'est ça. ça plante, ça plante. C'est vrai J'avais que... dit que j'étais gentil. Oui, c'est ça. Dans la nature, c'est pas catastrophique non plus. Oui, enfin oui, on est d'accord que c'est peut-être pas chez SpaceX qu'ils vont s'en servir le plus quand il s'agira d'envoyer des mecs dans l'espace, hein, par exemple. Voilà, c'est pas les mêmes conditions de travail. Bon, ben voilà, t'as dit du bien. Pour une fois, t'as dit du bien, saluant cet effort. IPTV, c'est un sujet qu'on avait déjà abordé dans un hors-série il y a pas mal de temps de cela, une vidéo qui a eu pas mal de succès, il est vrai, il faut remettre les choses dans leur contexte, hein, et c'est l'occasion ici une fois de plus avec cette news. L'IPTV, en tout cas les services d'IPTV qu'on vous propose la majeure partie du temps, sont des offres illégales, et donc de temps en temps, quelqu'un se fait taper sur les doigts, et bien souvent ce sont des entreprises maintenant, ou en tout cas des organisations qui ont quand même des tailles assez conséquentes et qui prennent des dimensions conséquentes. C'est le cas ici avec un énorme groupe qui a été démantelé tout à fait dernièrement. Oui, c'est ça. Et donc c'est un groupe européen qui était basé en Espagne et qui avait une 50aine de serveurs dans 9 pays différents. Peut-être des serveurs Amazon, hein, je sais jamais. Voilà, donc... Tout est possible. Tout est possible. Le mec, il faut l'héberger. Donc ils vont tirer surtout beaucoup de bandes passantes. Donc en général, c'est plutôt des machines qui brûlent assez vite parce qu'ils se font choper tellement ça a bouffé de bande passante. Mais ça c'est une petite discrétion. Et donc les mecs, ils avaient quand même, les chiffres sont assez amusants, 2 millions de clients, 40 000 chaînes, films et séries, 15 millions d'euros de chiffre d'affaires. Et alors les mecs, ils étaient tellement bien organisés qu'ils avaient un service desk. Donc, t'imagines, t'as un problème, et ben c'est pas de souci, tu peux appeler un numéro qui est une hotline pour avoir t'aider pour utiliser ton IPTV. Donc les mecs, c'était une petite industrie. 15 millions d'euros, c'est pas mal hein, comme chiffre d'affaires. Donc, voilà, on n'a pas le nom derrière, mais maintenant... Non, parce que en plus, c'est tentaculaire, hein, ces serveurs. Peut-être que si vous avez un jour payé une offre de piratage IPTV telle que celle-là, vous êtes peut-être passé de temps en temps par leur serveur, vous n'en savez peut-être rien. Enfin, voilà, c'est tellement tentaculaire et tellement... voilà. Oui, que voilà, plus personne ne sait par où ça passe. C'est la deuxième grosse prise du même acabit. Il y en avait déjà eu une il y a 6 mois, je crois. Il y en a eu une en France, justement, en France. Et en Italie aussi. Enfin, il y avait des points avec l'Italie. Mais la France, c'était 5 personnes, ils ont pris 230 000 euros, donc c'était pas la même taille de réseau. Non. Ici, les mecs qui font 15 millions d'euros... c'est pas mal, hein, c'est surtout que c'est les services où en général on te demande 50 ou 100 balles par an maximum, mais ça tourne souvent dans les 50 balles par an, 15 millions d'euros, ça fait quand même un paquet de gars qui stream. Hein. Sébastien, attends, pas les deux en même temps. Ah, c'est Sébastien.
Je voulais C'est rajouter un truc. plus les marges, oui, bien sûr, il y a des revendeurs, des revendeurs, enfin des dealers, quoi. Sur Internet, oui, on trouve des centaines d'offres, mais derrière, il y a combien d'infrastructures comme ça? Il y en a peut-être une dizaine. Oui, parce que eux délivrent le signal, entre guillemets, le catalogue, et puis derrière, des petites mains qui font des sites web très jolis, qui peuvent tomber les uns après les autres, on s'en fout. Derrière, c'est toujours le même service. C'est pour ça que la plupart des applications qui servent à accéder à ces offres illégales sont souvent les mêmes. Hein. Les applications, elles ne changent pas. C'est la manière dont on délivre l'information qui change. Pourquoi est-ce illégal? On ne va pas le répéter 10 000 fois, mais il faut quand même le rappeler, parce que les gens qui diffusent ce contenu ne payent pas les droits d'auteur aux ayants droit, et ce qui fait que, à un moment donné, si on part par là et que tout le monde utilise ces systèmes d'IPTV et d'offres illégales, à un moment donné, il n'y aura plus d'argent pour les créateurs. Voilà pourquoi c'est illégal. Après, on peut discuter des raisons pour lesquelles, des brèches par lesquelles ces offres sont passées, parce qu'il y avait un vide abyssal en termes d'offres. Ça, c'est clair qu'ils ont comblé certains vides à un moment donné. C'est peut-être moins le cas aujourd'hui, hein, parce que les choses s'organisent quand même pas mal du côté des chaînes de télévision, des ayants droit, etc. Il y a quand même de plus en plus d'offres de valeur qui sont à disposition. Évidemment, eux peuvent se permettre de faire des tarifs planchers, on va dire, puisqu'ils n'ont rien à payer à personne. Donc ça, c'est un petit peu... C'est d'ailleurs des offres qui seraient totalement dans la vie réelle de gens qui font les choses dans les règles, totalement impayables pour vous également, pour l'utilisateur. Je veux dire, c'est juste complètement impossible à payer si vous payez les droits normaux, on va dire, enfin régulièrement. Sébastien, le sud de ma gauche. C'est moi alors. C'est peut-être parce que les offres légales ne sont pas au prix que les consommateurs sont prêts à payer aussi, mais enfin, je ne veux pas rentrer dans ce débat-là. Lors de la précédente prise, j'avais regardé un peu la liste du matos qui avait été saisi. C'est impressionnant, hein. C'est pas 2-3 petits serveurs. C'est des centaines de serveurs, de lecteurs de cartes. Ils doivent avoir des abonnements pour tous les bouquets, avec chaque fois des lecteurs de cartes correspondants et des cartes correspondantes, souvent une carte par chaîne, parce qu'avec une carte, on peut pas décoder plusieurs chaînes du même bouquet en même temps. Donc, je prends Canal+, par exemple, ici, j'aurais besoin d'une carte pour décoder. C'est pour ça qu'il fut d'un temps, moi j'ai observé un peu ce phénomène à un moment donné, où Sébastien, je pense que tu avais repéré ça aussi, où de temps en temps tu te dis tiens, je vais une fois aller regarder du côté des chaînes un petit peu olé entre guillemets, et qu'on se retrouve devant un écran noir avec devant Enter your PIN code. Parce qu'ils sont en train de streamer un décodeur qui n'a pas été réinitialisé à un moment donné. Voilà, tout ça pour dire que c'est fait un petit peu... c'est de plus en plus qualitatif, malheureusement, presque envie de dire, mais oui, ils se sont bien organisés depuis pas mal de temps, mais la réplique de l'autre côté, la preuve ici, avec cette saisie, est également bien présente. Il y a un autre aspect économique également qui rentre en ligne de compte, c'est que si vous ne payez pas les ayants droit, vous ne savez pas non plus ce qu'on fait avec l'argent que vous leur donnez. Même si vous ne payez ça que 12 € par mois ou par année, peu importe, ces 12 €, vous ne savez pas où ils vont. En tout cas, ils vont dans la poche de quelqu'un, et ce quelqu'un, vous ne savez pas ce qu'il peut en faire. On a dit, il ne paye pas d'impôt, en tout cas. Il ne paye pas d'impôt, ça c'est clair. On a dit à un moment donné que cet argent pouvait aller financer des organismes terroristes, par exemple. Que ce n'était pas du tout impossible que les filières aidants, c'était un petit peu dans la même veine, entre guillemets, ce sont des réseaux mafieux, hein, donc tout est possible. Voilà, tout est possible. Donc vous rendez quelque part aussi responsable, coupable de quelque chose en vous servant de ces services-là. Voilà, je ne peux pas l'avoir à la personne, mais c'est une réalité. Ouais, je ne vais pas faire d'amalgame là-dessus. Moi, ça me rappelle un peu l'histoire, parce qu'on est quand même pas tout jeune, de fin des années 90, Napster, le MP3, très difficile d'avoir de la musique, où ça te coûtait un avion de chasse, et que maintenant tu as à profusion sans te poser de questions. Donc il y a un petit peu à regarder de chaque côté, et peut-être que effectivement au niveau des offres, aujourd'hui en tant que conso, c'est pas toujours évident. Si tu prends la France, ils ont ce qu'ils veulent. Si tu regardes en Belgique, tu veux Disney+, tu dois attendre 1 an par rapport aux autres. Pourquoi? C'est une décision commerciale, mais c'est chiant. Donc le consommateur lambda, il comprend pas, tu vois. Ah oui, mais non, mais ça c'est clair. J'ai dit que ces gens remplissaient une brèche. Faut se regarder dans le miroir aussi, tu vois. Mais ces gens prennent une place qui n'est pas la leur. Oui, tout à fait. Comme à l'époque, Napster et MP3.
moi je voudrais... oui et non, parce que Napster n'avait pas de visée économique, il n'y avait pas de modèle économique derrière Napster. Il n'y a rien d'économique, il n'y a pas de modèle économique qui s'est construit. C'était une manière de révolutionner le monde de la musique, l'industrie musicale. C'est quand même très très différent, c'est pas les mêmes options, c'est pas les mêmes ambitions. Ici, c'est du vol. Tout simplement. Ouais, enfin, ça t'avais Napster qui effectivement t'avais pas de modèle économique, mais t'en avais plein derrière avec des sites MP3 où ils en avaient absolument rien à faire des ayants droit. Hein. Qui sont venus bien après. Ouais, bah, qui sont venus bien après. Napster, on met toujours en avant Napster en disant regardez ce que Napster a fait. Oui, ils ont ouvert une porte, mais pas pour des raisons commerciales. Tous les autres, et ceux-ci, les IPTV, etc., le font pour des raisons mafieuses. Comme le mec qui deal de la dope à la sortie des écoles. Je veux dire, c'est parce que il n'y a pas de pharmacie à porter et que j'ai besoin de ma cam, du coup, on va chez le dealer. C'est le même processus. Mais derrière, après, tu sais pas où va l'argent, tu sais pas ce qu'on en fait. Et toi, quelque part, tu as ta part de responsabilité là-dedans aussi, si tu t'en sers. Voilà. Mais il faut le savoir, quoi. Derrière, il y a des gens qui ont bossé pour créer ce contenu. Hein. Ça tombe pas du ciel, quoi. Faut le dire aussi. Voilà. Comme ça, tout le monde sait quoi au niveau de l'IPTV. Voilà. Bonne prise, j'ai envie de dire. Bien fait. Apprends ce mot nouveau. Aujourd'hui, c'est la séance vocabulaire. On est à la lettre M comme Memory Store. Voilà. Memory Store qui a de la mémoire. C'est un exploit du MIT. C'est encore une news à la Sébastien. L'autre Sébastien, celui-là. Non, c'est celui-là. Alors, le Memory Store. Ouais. C'est quoi le Memory Store? Le Memory Store. Alors, le Memory Store, c'est le 4e composant passif élémentaire en électronique. D'accord. Donc, c'est condensateur, résistance, bobine, et le Memory Store, qui a été décrit il y a des années, mais qui était juste théorique, personne n'a jamais réussi à le faire. Alors, ça a été fait il y a une dizaine d'années, mais pas encore de manière réellement exploitable. Je vais y revenir. Et des gars du MIT ont trouvé une solution qui est assez exceptionnelle. Alors, le Memory Store, c'est quoi en fait ? Le but est toujours le même, stocker un 0 ou un 1. Sauf que si tu fais ça sur un composant traditionnel, tu enlèves le courant, parti, ton 0, ton 1. Et voilà quoi, t'as plus d'électricité, t'as plus rien. Ça, tu le sais, t'enlèves la prise, l'écran, il est tout noir. Eh bien, le Memory Store, c'est pas tout à fait ça. T'as ton 0 ou ton 1, il change d'état. Donc, tu as fait passer un courant pour dire c'est un 1. Le truc reste en 1, tu coupes le courant, tu le remets, c'est toujours 1. Donc, c'est quelque chose qui a une mémoire. Donc, d'où son nom, le Memory Store. Ouais, tu vois, c'était pas si difficile, finalement. Hein, merci. Et donc, ce Memory Store, jusqu'ici, ils en ont créé un. Ils en avaient créé plusieurs, mais suivant les alliages utilisés, la durée de mémoire du truc était pas non plus extraordinaire. Hein. Après 60 secondes, le truc... et tu as débranché la prise, il est mort, et après 60 secondes, si tu lui as pas mis d'électricité, tu as perdu quand même tes données. Donc, suivant les alliages, ça va de plus en plus vite, 15, 20, 30 secondes, etc. Et les gars ont fait cette nouvelle alliage qui, effectivement, tient le coup. Donc, ici, tu peux enlever la prise, ça tient le coup. Et ils l'ont utilisé pour créer des synapses. Donc, on est dans des trucs assez abstraits. Mais le principe était de créer des synapses humains que l'on fait aujourd'hui de manière purement logicielle. Eux l'ont fait de manière hardware, avec comme but de reconnaître des images. On en revient en cycle, sur ce numéro en cycle. Et donc le truc est maintenant capable effectivement d'avoir une certaine vision et de garder cette vision. Voilà, pour le moment on est juste dans la pure recherche, il n'y a rien de commercial. C'est le MIT, l'université américaine, mais ça sortira certainement plus tard au niveau commercial. Je vous engage à aller lire l'article avec un Dafalgan, parce que c'est pas une source qu'on a l'habitude de citer, et le truc quand même, c'est pas piquer des verres, mais c'est extrêmement passionnant à plonger dedans, parce que c'est un peu ce qui nous attend dans les prochaines années, c'est probablement une des prochaines révolutions dans les technologies, si on peut avoir
ce genre de système embarqué pour de l'intelligence artificielle. Voilà. Tout ça on l'oublie de temps en temps, mais tout ça évolue. L'électronique de base, entre guillemets, reste valable, mais les composants dont on se sert, il y a des évolutions toujours possibles, et donc c'est bien qu'on y travaille. Ça sert à ça aussi, hein, la recherche. On va pas se contenter uniquement. C'est pour ça qu'on les paye. C'est pour ça qu'on les paye. Qu'ils fassent quelque chose maintenant. Ouais, parce que voilà, on leur paye de grasses études dans le Massachusetts, c'est pour qu'on s'en serve, hein, pas pour juste rigoler. Et puis maintenant qu'ils payent plus Richard Stallman, ils ont plein de sous. Hein. C'est vrai qu'ils le payent plus. Ça, c'est fini. Il est pas revenu. Hein. Il n'est pas revenu. On n'entend plus beaucoup parler de lui. Ouais. Je sais pas si Sébastien, côté cuisine, ça marche. Pour moi, c'est côté cuisine, côté couloir. Voilà. Donc, Sébastien, tu avais un truc à rajouter sur ce même store. Même Restore. Même Restore. Pardon. Attaqué par un genou, Richard Stallman. Mais... un genou en pleine figure qu'il a pris. Hein. Non, c'est bien de voir qu'il y a toujours de la recherche fondamentale en informatique. Enfin, ici, c'est plutôt l'électronique. L'électronique, ouais. C'est lié à l'informatique. Dans le passé, c'était beaucoup de grandes sociétés. Je reviens à IBM encore, on tourne en boucle dans cet épisode, qui a inventé l'imprimante laser, le disque dur et d'autres. Maintenant, c'est plutôt côté académique. Et voilà, il y a effectivement toujours du MIT ou de la côte ouest, Stanford. Oui, c'est souvent là où ça c'est un peu chiant, par contre. Hein ils sont très gentils, mais un jour ce serait sympa de trouver des trucs en Europe, tu vois, on en parle très peu de l'Europe. Donc, ça, on aura peut-être l'occasion d'en reparler. Enfin, il y a quelque chose, tu vois. Ouais, à mon avis, il doit y avoir des trucs à faire. Je veux dire, c'est de l'espace, on n'en manque pas. Non. Non, il y a moyen. Sébastien... Et des cerveaux, on en a, hein. Sébastien, côté couloir, se tasse. Je tiens à le signaler, message personnel. Et voilà, oui. Quand je dis ça, ça veut dire que je le vois baisser sur sa chaise de plus en plus, jusqu'au moment où on ne le verra plus qu'à partir du nez, ce qui serait quand même assez dommage. M comme mot de passe, on avance de notre abécédaire. Quand Apple se soucie de la qualité de nos mots de passe, j'ai l'impression d'avoir déjà eu ce genre de news, mais c'était... je pense à propos de Google ou à propos de Microsoft ou ici c'est Apple. Sébastien. Non, je crois que c'est très différent des autres news. Et en fait, si je me suis permis de la reprendre celle-là, c'est pour parler des password managers en général. C'est pas pour parler trop d'Apple et de ce projet open source, parce que je suis un big fan de password manager. Password manager, gestionnaire de mots de passe en français, ce sont des applications que vous installez sur vos téléphones portables, tablettes et vos ordinateurs, qui vous aident à gérer les mots de passe. Pourquoi ? Parce que par défaut, sans ça, on a tendance à toujours utiliser le même mot de passe de site web en site web. Et donc, il suffit de s'en faire hacker par un email de phishing qui réussit ou quelque chose comme ça. Et puis, comme vous utilisez toujours le même, à partir de là, celui qui a votre mot de passe peut essayer Gmail, peut essayer Hotmail, peut essayer Outlook.com, et il a votre adresse email. Et à partir du moment où il a votre adresse email, on peut faire des resets de mots de passe de tous les autres sites web. Et donc, voilà. N'utilisez jamais des mots de passe. Un mot de passe, c'est comme une brosse à dents, ça se change souvent et ça ne se prête pas. Comme les caleçons. L'analogie que vous prenez. On ne les range pas au même endroit. C'est ça non plus. Je parle des brosses à dents et des caleçons. Et idéalement, un mot de passe unique, compliqué, différent, basé sur aucun mot du dictionnaire, parce qu'il y a des attaques par dictionnaire également. Et donc, comment les retenir ? Moi, ce que je fais, je génère des mots de passe extrêmement longs, 16 ou 20 caractères, aléatoires. Donc, c'est A, B, C, F... 53, machin, impossible à retenir, j'essaye même pas, et ils sont stockés par un password manager, qui sont bien installés dans un browser web d'ailleurs. À chaque fois que j'ai un site sur un site web, je clique sur la petite extension de mon password manager, et ça me remplit mon username, mon mot de passe, que je dois pas essayer de retenir, et voilà, je n'ai plus qu'un seul password à retenir, c'est celui de mon password manager. Et celui-là est en 128 caractères. Non, celui-là, combinaison, majuscule, minuscule, chiffre, mais celui-là, on peut le changer, parce que si on n'en a qu'un à retenir, on peut se permettre de le changer. Ouais. On ne doit pas les écrire, notamment. Problème pour les gens qui développent des password managers,
c'est qu'ils doivent garder une liste de sites web pour se souvenir des règles spécifiques de chaque site web, de complexité, de mot de passe et autres. Ils doivent connaître les URL des sites web pour changer de mot de passe, pour pouvoir rediriger ses utilisateurs vers le changement de mot de passe. Certains password managers font le changement de mot de passe automatiquement, ils font la rotation des mots de passe, donc ils doivent savoir où aller changer le mot de passe. Etc., etc. Et donc maintenir ces listes pour chaque éditeur logiciel, ça prend du temps et des ressources, etc. Et l'idée d'Apple, c'est de créer une ressource open source, donc ils ont créé un repo sur GitHub, un projet open source, essentiellement basé sur du texte, il n'y a pas de code là-dedans, pour collectionner les règles, les liens URL, etc. de tous les sites web de la planète, un espèce de site de partage communautaire à destination des gens qui font des password managers. Et ils espèrent qu'en partageant ainsi les ressources, ça permettra à tous les password managers, à tous ces logiciels d'améliorer leur qualité et l'expérience utilisateur. Ça permettra aussi de mettre dans la lumière certains mauvais sites web, ceux qui respectent pas les meilleures pratiques en matière de gestion de mots de passe. C'est jamais bien d'être sur une liste, dire vous êtes sur la liste des mauvais sites web. J'ai vu un site web l'autre jour où le mot de passe devait faire 8 caractères. 8, pas 7, pas 9, pas 8. Je comprends toujours pas pourquoi. Qu'est-ce qui est passé dans la tête du développeur? Peut-être qu'il a une très vieille base de données avec une colonne taille fixe qui ne peut pas changer. Enfin, je comprends pas. Je comprends pas. Je m'égare. Dernier avantage de ce site web-là, c'est qu'en améliorant la qualité des password managers, Apple espère ainsi populariser ce genre de logiciel et en favoriser l'usage. Je pense que tout le monde devrait utiliser un gestionnaire de mots de passe à l'heure actuelle. Voilà pourquoi je voulais parler de ce repo GitHub, Password Manager Resource. Est-ce qu'on dévoile pas un petit peu, enfin, tout ça me semble pétri de bon sens et de plein de bonnes intentions, mais quand on met comme ça des informations ou qu'on partage des informations de ce type-là sur Git ou ailleurs d'ailleurs, est-ce qu'on ne donne pas aussi quelque part le bâton pour se faire battre, c'est-à-dire une part d'informations utiles à ceux qui voudraient casser du code? Ou non? Je pense pas. Pour deux raisons. La première, c'est il donne jamais que les URL de changement de mot de passe et les règles dire voilà, ce site web là, il a besoin d'un password de 10 caractères minimum, maximum. Oui, c'est ça. Je vais appuyer sur un bouton, sinon il y a mon écran qui va s'éteindre. Voilà, excusez-moi. Et donner la complexité des mots de passe, genre il faut un chiffre, etc. Donc c'est juste les règles de mots de passe qui sont très volatiles. Et puis deuxièmement, en matière de sécurité de code, de sécurité informatique, cacher des informations n'est jamais bon. Ça s'appelle la sécurité par l'obfuscation, ça ne marche jamais. Au contraire, au plus on est transparent, au plus la qualité en termes de sécurité a tendance à être élevée. Sébastien, qui est aussi un adepte de sécurité, moi, il a son avis à donner, il va donner son avis. J'ai un truc, alors, j'en ai deux. Le premier, je suis comme toi en disant, alors effectivement, c'est cool, tu vois, si j'ai réussi à récupérer le mot de passe de Sébastien, je vais enfin avoir une liste de tous les sites que je peux essayer. Donc, alors ça, c'est sympa. Effectivement, ça sert à rien de les cacher, mais c'est clair que ça pourra être utilisé aussi d'une manière ou d'une autre. Il n'y a pas de raison, quoi. Ça facilite la vie de tout le monde. La deuxième question que je me pose, c'est Apple fait quand même partie du W3C. Pourquoi est-ce que, au lieu de s'emmerder à faire une liste et des exceptions pour tous les sites, on n'impose pas certains points, parce que ça pourrait très bien être comme tu as le robots.txt que tout le monde est obligé d'avoir s'il n'a pas envie de se faire indexer comme un porc. Eh bien, tu pourrais très bien avoir une URL de base où on dit, ben voilà, pour le password manager, on sait qu'il va pouvoir accéder au service pour modifier le mot de passe ou pour se connecter en utilisant telle page, telle fonction et tel truc. Ce serait pas non plus overkill ou que si ce ne soit pas défini, parce qu'il y a un manifeste pour tous les sites, qu'on définisse un standard pour dire le manifeste sur le site le définit et c'est le password manager peut aller chercher cette info. Là aussi, il y a des trucs qui sont imposés, le favicon, le machin, il y a plein de trucs qui existent. Oui. Donc je ne comprends pas pourquoi on va le faire dans un repo et qu'Apple n'utilise pas son poids pour définir un standard. Mais voilà, peut-être qu'ils y ont pas pensé. Il peut y avoir une question de deux vitesses, un truc immédiat, rapide, facile à mettre en place, ceux qui font là maintenant, et puis un travail de fond plus long, parce qu'entre le moment de penser à un standard et le moment où il est implémenté effectivement par la majorité des sites web et la majorité des browsers, des logiciels, ça peut prendre quelques années.
Oui, c'est peut-être le début de quelque chose, effectivement, où ça fait partie d'une étape qui conduit à des solutions plus larges. C'est intéressant, en tout cas, à suivre, parce que c'est vrai que des mots de passe, on en aura toujours, et il y aura toujours il y aura toujours des clés. Peut-être pas des mots de passe, mais des droits d'accès, ça, il faudra toujours en mettre, il faudra toujours mettre les choses, malheureusement, sous clé. Même si Stallman préconisait le contraire, hein, à ses débuts, si je dis pas de bêtises, c'est lui qui préconisait un web sans mot de passe, sans... Non, c'est pas lui. Je sais plus maintenant. Je sais pas. Oui, et il a une certaine vue sur la vie privée qui est très différente du commun des mortels. Oui, c'est ça. Voilà, c'est surtout ça en fait. L'aspect, là, c'est très philosophique en plus. Hein. C'est plus technique totalement. du tout. Ça n'a plus rien à voir avec la technique. On passe à la suite. La lettre N comme Nintendo. Alors, ils vont parler jeux vidéo. Ben non. Peut-être pas. Nintendo qui confirme un petit souci avec 300 000 comptes, ce qui est quand même pas rien, Sébastien. Ouais. Mais si tu veux qu'on te parle de jeux vidéo, je peux appeler mes gamines et elles peuvent te parler d'Animal Crossing. Hein. Écoute, là, c'est bon. Hein. Tu vois, là, ça fera l'objet d'un autre épisode, on va dire ça comme ça. Parce qu'Animal Crossing, il y a moyen. Hein. Et donc, non, c'est... effectivement, ils ont eu quelques problèmes Nintendo, j'en avais déjà parlé, je pense. Sur un abus avec les comptes PayPal qui étaient liés. Oui. Donc, ils ont le Nintendo Network ID qui avait été abusé pour ce faire. Donc, les gens utilisaient ce Nintendo Network ID. En fait, ça, c'est un compte Nintendo, et puis après, tu as les comptes pour les différents systèmes, dont la Switch ou d'autres. Et effectivement, pas de bol. Ici, ils sont pris en deux brèches différentes, 160 et 140 000 comptes dans la nature. Voilà, donc ça fait mal. Alors, toutes les infos sur les comptes sont partagées, sauf les infos de paiement. Donc voilà, heureusement, hein, quand même. Ouais. Mais par contre, il y a quand même eu dans les comptes 1% qui ont été utilisés pour se connecter. 1%, c'est pas rien, hein. Tu vois, Nintendo, c'est pas une petite boîte. Pour se connecter et faire des achats illégaux sur les comptes. Donc, ils achètent sur les jeux et ils vendent des trucs après à d'autres et ils se font un petit peu de pépette au passage. Donc, voilà, Nintendo, c'est pas vraiment une boîte qui, historiquement, est dans le... Comment dire ? Ils ont pas l'habitude d'être dans le web, tu vois. C'est une boîte qui fait du truc familial, des petits jeux vidéo sympathiques sur des consoles qui sont généralement déconnectées, où ils ont des trucs multiplayer, mais c'est pas sur les Wii que tu avais à l'époque ou que tu avais un store en ligne et téléchargé. Donc c'est encore un petit peu le début pour Nintendo. Ça se paye un peu. Sony l'a payé très très cher pendant de longues années. Oui. Voilà. Il faut apprendre, il faut engager quelques gars pour la sécurité. Enfin, en même temps, le web, ça fait un moment qu'il existe. Oui, c'est ça, il faut engager. Oui, mais c'est pas dans l'ADN de la boîte. Hein. C'est pas dans leur l'ADN de Nintendo, quoi. Ouais. Mais s'agissant justement des expériences vécues par d'autres, on pourrait prendre quelques précautions. Ils les ont peut-être prises, mais peut-être pas au bon niveau. Ça, c'est autre chose. C'est toujours la question. C'est que, voilà, on l'a déjà dit et répété ici, tout code peut être cassé, toute porte peut être fracturée. Ça se trouve, ils ont fait tout bien, hein, mais quelqu'un a fait mieux. Quelqu'un a fait mieux, mais alors c'est pas les seuls. Hein. Si tu prends Microsoft, on a retrouvé les codes sources de leur console, très vieille console, sur la toile. Donc, et ça, c'est il y a quelques jours. Donc, si tu veux le code source de la Xbox, il y a moyen maintenant. Il y a moyen de l'avoir. Il y a moyen de moyenner. C'est rigolo parce que je pense à ça tout à fait. Enfin, je fais une petite parenthèse, mais je voyais quelqu'un qui avait publié sur Twitter aujourd'hui même, ce jeudi, une photo du premier décodeur Canal+. Et quelqu'un s'est empressé de dire oui, mon père avait fait le même. Et je me suis rappelé qu'effectivement, une revue un mensuel qui s'appelait Électronique Pratique avait publié dans la page centrale le plan pour fabriquer son propre décodeur Canal+. Je rappelle que Canal+, chaîne cryptée, au départ, il fallait une boîte à mettre entre son câble et la télévision pour décoder le signal. Et donc, c'était basé sur une inversion de trame. Enfin, je passe les détails, etc. Et donc, c'était assez couillon. C'était assez couillon. Mais en même temps, Électronique Pratique avait dit, si c'est tellement couillon, on va faciliter
le travail de tout le monde. C'était une revue, c'était comme à l'époque, il y en avait deux comme ça, il y avait Elector et Électronique Pratique, et ils se tiraient un peu la bourre l'un l'autre. Et donc l'idée, c'était de l'électronique, mais c'était pour apprendre aussi l'électronique. C'était pas juste pour pirater, hein, c'était pas le but. Et ça a fait toute une histoire. Il y a eu un procès, je pense, etc. Mais quoi qu'il en soit, c'est resté un peu dans l'histoire du hacking, si on peut dire, et un cas d'école, parce que finalement, ils avaient le droit quelque part de publier le plan pour des raisons didactiques. En Europe, oui. Hein. En Europe, c'était Aux États-Unis, tu aurais été guillotiné. Oui, c'est ça. On n'a pas les mêmes règles d'un continent à l'autre. Oui, pour ceux qui ne connaissent pas la différence, aux États-Unis, quand tu achètes une console, par exemple, hein, on est dans un jeu vidéo, tu achètes on l'a pas cité, une PlayStation, Sony est là aussi, tu achètes ta PlayStation, tu l'ouvres, tu vas en prison. Oui. Tu es en Europe, tu achètes une PlayStation, tu te dis le disque ça me plaît pas, tu l'ouvres, tu le remplaces. Bon, déjà t'es mal barré parce que les disques sont cryptés, c'est pas évident, mais il y a toujours moyen de moyenner. T'as le droit. Oui. Tu vois, c'est ta console, elle t'appartient. Tandis qu'aux États-Unis, elle continue à appartenir à la marque. Oui, c'est ça. La fonction t'appartient, t'as payé pour pouvoir t'en servir, mais pas pour pouvoir pas plus. Ouais. Pas plus. T'as pas le droit de l'ouvrir, t'as pas le droit de savoir ce qu'il y a dedans. Ça, c'est de la propriété intellectuelle de la marque et c'est mort, tu peux pas. Et donc en Europe, par contre, tu l'as acheté, tu as envie de le désosser et tu veux faire ce que tu veux de ta PlayStation, et c'est ton droit. Donc, si vous voulez faire du reverse engineering, c'est en Europe qu'il faut le faire. c'est clair. C'est beaucoup plus safe, on va dire. On peut passer à la suite. Ah. C'est vrai qu'on a avec nous Monsieur Anniversaire, hein, il nous a gratifié la semaine dernière de 2 news concernant des anniversaires. Il continue, c'est notre clou de McDonald's à nous. Un peu trouvé mon filon. Moi, oui, mais en même temps, ce sont des dates clés aussi, tu vas pas pouvoir le refaire chaque année. 25 ans, une fois de plus, pour le vénérable langage PHP du coup. PHP, bon anniversaire à Rasmus Lerfdorf. S'il te plaît, sur un autre ton. Alors, Rasmus est un Danois né au Danemark, enfin Greenland, et grandi au Danemark, et puis éduqué au Canada, et qui, en 1994, donc il y a 25 ans, a commencé à dire « Moi, j'aurais besoin d'un truc pour générer mes pages web. Je voudrais un minimum de logique. » Avant ça, les pages web, c'était de l'HTML. Hein, donc, on faisait des petites balises HTML, on tapait du texte. Les style sheets étaient assez rudimentaires à l'époque. Oui, pardon. Il y avait les CGI déjà. Oui, il y avait les CGI. J'y viens. Et donc, un moyen d'étendre... J'avais parlé du Perl, moi, mais c'est pour ça. D'un serveur web, c'était le Command Gateway Interface, le CGI, qui permettait à un serveur web, quand il recevait une adresse, une requête pour une URL spécifique, de déclencher un programme, donc de démarrer un peu le programme, qui lui allait faire quelque chose, générer de l'HTML, et cet HTML allait être repassé au serveur web, qui allait le repasser au client web. Ça prenait du temps, parce que forquer, comme on dit, démarrer un autre programme, ça prend du temps. Le passage des paramètres était un peu... Régulièrement, on avait Octave qui dans l'oreillette nous disait non, ça tu peux pas faire, ça prend trop de ressources. Octave de OVH, vous voyez, qui disait non, ça tu peux pas faire parce que t'as fait 2 requêtes là en moins d'1 minute. Maintenant t'arrêtes. J'ai fait du CGI avec des DLL sous Windows en C++, c'était une horreur à débugger. Et donc, il y avait un besoin d'un truc interprété, d'un truc où je pouvais taper quelque chose qui allait s'exécuter sans devoir nécessairement être compilé et générer de l'HTML. Et c'est ce que Rasmus a fait. Alors, il avait appelé ça Personal Homepage, pour faire sa Personal Homepage, PHP. Après, ça a été renommé PHP, Hypertext Preprocessor, donc une définition récursive, puisqu'il y a PHP dans le nom de la définition, comme GNU is not Linux. Oui, c'est ça, c'est souvent le cas dans le livre. Cherchez pas à comprendre, c'est un truc de geek. Toujours est-il que ce petit truc de version en version n'a jamais été pensé, ça c'est important à comprendre, n'a jamais été pensé au début comme un langage de programmation. C'est plus comme un ensemble de macros qui sert à générer des pages web. Seulement, ça a eu beaucoup de succès, je comprends pas pourquoi. Enfin si, c'était simple, très très simple. C'est fait pour des gens comme moi en fait. Je pense que c'est ça. Par des logiciels majeurs, WordPress, tout le monde connaît WordPress. On estime aujourd'hui que près de 80% des sites web
sur la planète utilise PHP. Et malheureusement, utilise une vieille version de PHP. Je crois que WordPress lui-même est sur PHP 5, alors qu'on est à la 7 maintenant. Et non. Non, il peut fonctionner sur PHP 5, mais il demande quand même du PHP 7.2, si je ne dis pas de bêtises, pour être vraiment optimum, je pense, aujourd'hui. D'accord. Je pense. À vérifier, ça vérifie, s'il te plaît. Ce langage-là a été formalisé seulement en 2014, donc 20 ans après avoir été créé et longtemps après avoir été popularisé. Il y a quelqu'un qui s'est dit, bon, maintenant, on va quand même écrire des règles, une grammaire, une syntaxe, définir ce que c'est que PHP. La conséquence de tout ça, c'est que comme c'était un langage non formalisé, extrêmement permissif, qui permet de faire des tas de choses, y compris des erreurs très rapidement, mais c'est ça qui faisait qu'il était facile, et c'est un langage qui a aussi une très très mauvaise réputation, en tout cas parmi les programmeurs professionnels. Pour préparer l'épisode, j'ai été reprendre des données que j'aime bien lire tous les ans, c'est le Stack Overflow Developer Survey. Stack Overflow, c'est un site web collaboratif où les développeurs peuvent poser des questions et avoir des réponses, avec des petits pouces vers le haut, des petits pouces vers le bas aussi. Et tous les ans, ils font un questionnaire, un sondage pour connaître quelles sont les technologies que les gens utilisent, etc. Et je viens de le perdre, évidemment. On remettrait le lien. Oui, voilà, les technologies les plus appréciées, les plus craintes et les plus voulues par les développeurs. Alors, les plus appréciées, PHP est... Je n'arrive pas à le trouver, il est tellement bas dans la liste qu'il n'y est pas. Les plus craintes, il est facile à trouver, PHP, c'est le numéro 6, après Visual Basic, Objective-C, Perl, justement, que tu as nommé, l'assembleur et le C. Et les plus voulus, je ne trouve pas PHP aussi, si en descendant très très loin dans la liste, il y a 3,5% des développeurs qui veulent travailler en PHP. Ceci dit, pour terminer sur une note positive, je pense que c'est une réputation qui était justifiée jusqu'à PHP 5, puis PHP 6, 7 et la 8 qui va bientôt sortir maintenant. Ils ont changé beaucoup de choses, il y a de l'orienté objet, il y a des types, les performances s'améliorent également. Mais voilà, quand on a une mauvaise réputation, il va falloir des années pour s'en défaire. Il y a des boîtes que je connais, la mienne notamment, où PHP c'est interdit, point. On ne peut pas commencer un projet en PHP. Il y a n'importe quoi, mais pas PHP. Et il y en a d'autres qui se sont fondés sur PHP, c'est assez mentionné. C'est fou. Facebook. Construite sur PHP. Ouais. Seb, l'autre. Oui, alors, il me lance sur... parce que j'ai beaucoup joué avec PHP pour plein de raisons par le passé. C'est facile à mettre en œuvre, c'est rapide, voilà. Oui, en hébergement, t'as pas beaucoup de choix. En plus, oui, mais quand je disais c'est un langage pour moi je suis pas informaticien, je suis un bidouilleur, et pour tous les bidouilleurs de la planète, PHP c'est du pain béni. Hein. C'est en informatique. J'ai 2-3 anecdotes quand même assez incroyables. Alors Rasmus, j'ai rencontré en début des années 2000 ou fin 90, je sais plus, au premier OSDEM, qui a été renommé ensuite par FOSDEM parce que Richard Stallman est arrivé et il a dit je veux que ce soit aussi free, un open source et pas juste open source, donc c'est devenu le FOSDEM. Il faut rappeler ce que c'est un grand rassemblement à Bruxelles, d'ailleurs. À Bruxelles, le plus grand européen, si pas mondial. Au cœur de l'Université libre de Bruxelles, l'ULB, et donc c'est un grand rassemblement, chaque année. Chaque année en février, et donc j'étais sur ce premier événement, et donc ça doit être fin des années 90, parce que vraiment on vieillit un peu, et donc Rasmus est arrivé pour expliquer PHP, et ce qu'il faisait, je pense qu'on était à PHP 3 à l'époque, et il racontait une petite blague de comment il l'avait écrit, et puis quand il l'a fourni à plein d'autres boîtes pour l'utiliser, parce qu'il a fait le PHP 1, et puis ils se sont dit, PHP 2 a eu un certain succès. Et puis il y a des gars qui sont venus et il dit écoute Rasmus, c'est bizarre, mon disque il gratte quand je fais une boucle, et c'est là que le gars il a compris qu'il n'était pas fait pour écrire un langage de programmation. Il le dit lui-même, et parce qu'en fait il faisait une boucle. Quand tu fais une boucle en while en PHP 2 donc il y a longtemps, et bien quand il fait un while, il recherchait dans le texte où était le début de la boucle, et donc tu entendais le disque qui grattait pour essayer de retrouver, et donc si tu avais suffisamment de code, et puis tu entendais à chaque fois, c'était nos vieux disques, et tu entendais la tête de lecture qui la tête de lecture, et donc il a compris, et c'est là qu'est arrivé Zend, et là tu as toute une panoplie de gars. Il y a des gars qui sont assez talentueux et qui ont repris le flambeau, et Erasmus
et un personnage historique. C'est un peu différent de l'histoire de Linux, où là tu as Linus qui reste le gars emblématique et que la plupart des gens comprennent pas ce qu'il fait tellement il est intelligent. Rasmus, il est très intelligent, mais c'est pas le gars qui va écrire un langage de programmation. Mais il avait l'idée pour. Alors, il faut savoir que le 8 va sortir, il a une première alpha. Vous avez aussi le lien sur le site lestechno.be comme d'habitude, et qui vous donne un comparatif des performances entre les versions entre PHP 5, 6, 7, 8. Et il faut savoir que sur le 8, les gars, ils ont quand même encore fait énormément d'évolutions et ils ont ajouté un JIT, donc Just in Time. Et donc, on arrive à 5 fois, 3, 4, 5 fois la performance de ce qu'on avait sur PHP 5, et même par rapport à PHP 7, qui était déjà bien performant par rapport au précédent, on arrive encore à monter le score. Alors, c'est le score géométrique là, que tu vois qu'on montre sur l'écran, c'est-à-dire ils ont toute une série de tests. Foronix, les gars, c'est aussi un gars incroyable et il fait tous des tests de comparatifs de performance. Et ici, donc, c'est une moyenne de tous les résultats des tests qu'il a fait sur les PHP. Et PHP 8 a un score de 86, PHP 5 a un score de 21. Donc, ça vous donne une idée. Et PHP 7, on est au mieux à du 60, 56, 60, suivant les versions, quoi. Donc, voilà. Mais pourquoi il a fallu attendre 20 ans avant de voir un JIT? Un JIT, c'est un Just-in-Time compiler, donc c'est dans le runtime de PHP. Plutôt que d'interpréter à chaque fois les commandes, on va dire je vais compiler ce bloc de code et ça va me faire un binaire comme si le développeur est l'humain. C'est un truc que Java fait depuis Java 2, fin des années 80. C'est historique, je pense, vis-à-vis de PHP. Quand Zend est arrivé, il y a eu quelques années où ils ont beaucoup participé au PHP et eux proposaient des outils entreprises qui avaient de l'opcode caching et des trucs comme ça, mais c'était pas directement embarqué. Et puis tu avais toute une série de plugins que tu devais ajouter si tu voulais, toi. Tu avais des trucs open source. C'est finalement arrivé. Pour ce qu'il en est de PHP, je veux dire qu'en ligne de commande, honnêtement, aujourd'hui, c'est toujours un très bon outil. Parce que quand tu veux faire un truc, te connecter à une DB et juste faire un truc et générer un CSV ou parser un CSV, parce que y a plein de gens qui s'emmerdent sous Excel et pour faire des trucs assez chiants, tu prends un CSV en PHP, tu le lis, tu fais quelques opérations qui t'auraient pris la nuit à comprendre, refaire ta macro en VBA qui t'emmerde sous Excel, et bien là tu l'as fait en 3 lignes sous PHP, tu ressors ton CSV, t'es nickel. Pour un dev, en tout cas... Le dernier défi donc on a eu, on l'a crucifié. Non, voilà. Mais après c'est des questions de religion. Mais un des succès qui a été fait sur PHP et le pourquoi il s'est bien lancé, c'est que tu avais une doc qui était parfaite, parce que par rapport aux autres langages, c'est pas toujours évident. Ici, la doc de PHP, elle est tip top avec plein d'exemples et dans toutes les langues. Donc et ils ont réussi sur l'hébergement. Mais par contre, c'était un langage de merde. Hein. Je ne le défends pas. C'est un langage de merde. Non, et quand on va voir comment il le gère, c'est de la merde. Et une fois de plus, le jeune gars qui se lance, ou même le vieux, qui a envie de tripoter un petit peu du code, machin, etc., il va chercher un langage documenté, expliqué, et celui qui va remonter en première ligne, ça va être PHP. Clairement. Et la doc est bien foutue et bien documentée. Il y a une communauté, ce qui n'est pas inutile. Exactement. C'est ce que j'ai dit, il y a une énorme communauté, donc c'est facile de trouver des exemples de code. Voilà, et il y a des bibliothèques de scripts existants. PHP est un exemple ultime, on va dire, mais il y a plein de petits trucs qui existent déjà, tout fait, et il n'y a plus qu'à les chipoter un petit peu dedans, et ça permet à des gens pas très instruits, un peu comme moi, de faire des choses utiles, qui leur sont utiles, et qui fonctionnent. Ça tombe dans la même catégorie que JavaScript. Ce sont des langages qui sont extrêmement permissifs, donc résilients aux erreurs de programmation. Et donc c'est très facile de démarrer. C'est très facile de se planter, de se tirer une balle dans le pied aussi. C'est pour ça que ce sont des langages dangereux. Mais il y a une telle communauté, parce que justement c'est facile d'accès, qu'on trouve plein de documentation d'aide sur Stack Overflow et ailleurs pour ces langages-là.
Oui, ouais, voilà. C'est ma petite opinion personnelle, mais je me doute que le professionnel de la profession ne le voit pas du même œil, soyons clairs. Non, c'est un langage qui est aussi horrible que JavaScript. Rasmus, je le revois aujourd'hui, je pense qu'il perd sa tête. J'ai plus le nom du mec qui est derrière JavaScript, mais c'est le mec de Brave. Il perd la tête, tout pareil. Et un truc en PHP, une dernière anecdote, parce qu'après on va pas faire 2 heures sur PHP, on est déjà à 13 minutes. On a dû faire un code ces derniers jours avec un gars dans l'équipe. Salut David, tu as perdu quelques cheveux sur cette histoire-là. Et on devait mettre un entier 64 bits. Le problème de PHP, c'est que tu ne définis pas le type d'une variable. Donc ça peut être un entier, un string, tout ce que tu veux. Et là, c'était un 64 bits. Et quand tu mets un 64 bits dans une variable, tu l'écris, hein, on l'avait défini, on dit c'est ça que je veux. Et tu l'assignes à ta variable. Eh bien, le gars, ton entier, ça devient un flottant, tu perds la dernière décimale. Mais tu les voulais, tes décimales, tu vois. Donc tu les perds, mais il n'y a rien qui te le dit. Par contre, quand tu l'écris en te disant juste, je veux juste une addition, parce que tu le sépares, tu le mets pas juste en un bloc, là tu as ton 64 bits qui est bien mis. Mais si tu fais une assignation d'un coup, il te dit, allez, je te le nique. Ah, juste pour toi, je te le casse, mais je te le préviens pas. Et donc, tu vois, tu as tous les petits trucs comme ça en PHP qui font que quand tu l'utilises de manière pro, tu dis, ah putain, comment ils ont fait ça, les mecs? Mais voilà. à celui ou à celle, parce que j'ai repéré ils ont rien compris dans les sondages, dans le sondage qu'on a fait dernièrement, je tiens à le dire, c'est juste une petite information que je vous donne. Quelqu'un, je ne sais pas qui, je ne le dénoncerai pas, a dit qu'on n'était pas assez pointu. Voilà. Voilà. Lui aussi, vous lui couperez la tête quand vous le verrez. On passe à la suite. On essaye. Ouais. Si ça passe, hein, écoutez. On en est à la lettre S comme Samsung. Samsung qui débarque avec un 8 Teraoctets en SSD. On a envie de dire en avance. Et en même temps, ça fait reculer le bon vieux disque dur de papa, si j'ose dire, Sébastien. Ouais, bah, mon papa, il a des SSD. Oui, mais c'est une image. Non, c'est un disque. Tu fais pas d'effort, Marc. Tu es fatigué ou quoi? Mais oui, mais écoute, c'est toi aussi. 80 minutes de Sébastien. Ouais. En double. Alors, c'est le 870 QVO. Et préparer les portefeuilles, ça va faire mal. Oui, mais pas trop, mais quand même. 8 Tera, c'est le deuxième, peut-être plus, mais c'est au moins c'est la deuxième marque à proposer, mais la première que tout le monde connaît. La première, je me souviens plus du nom tellement le truc était pas connu, et quand on le regardait sur un shop en ligne, je me dis, oh, pas très fiable, pas trop sûr quand même. Et Samsung qui arrive, ils faisaient déjà des 4 Tera, ils font du 8. Ça fait longtemps qu'on a quand même plafonné à du 4 Tera. On sort sur du 8. C'est chouette de voir que l'industrie se dit quand même qu'on va monter dans les Tera sur du SSD, parce que pour le moment on est sur du 16, je pense, sur nos bons vieux disques plateaux. Oui, et avec un temps d'accès. Il faut ranger les plateaux au placard et partir sur du SSD un jour ou l'autre. On peut enfin monter dans la taille. Surtout qu'ici on est sur un disque en 3,5 pouces, on a la place, on peut y aller. Ils ont la techno pour, mais bon, après le 4 Tera, on fait le 8. Hein. On va pas faire directement le 20. Il faut pas casser le marché trop vite non plus. Oui, c'est ça. Et si tu veux te le payer, ça va quand même te coûter 900 boules. Hein, donc ça fait quand même assez mal. Donc sur du 4 Tera, je pense que de mémoire, on était sur du 500 €. Mais pour du NAS, ça commence à devenir... Quand tu as une boîte, que tu as l'argent, que tu veux un truc super silencieux, ça commence à devenir sympathique. Du 8 Tera en SSD, t'entends plus gratuit. Quand on l'a vu avec les disques précédents, enfin avec tout ce qui est capacité de manière générale, plus on augmente en capacité, plus les prix baissent dans les capacités les plus petites, et donc tout le monde en profite quelque part. Hein. Le 1 Tera, écoute, merde, il était dans l'article, je l'ai plus. S'il te plaît, modère ton langage, s'il te plaît. Ouais, et je pense que c'était quelque chose comme une centaine d'euros, c'était pas très cher. Non, c'est devenu très très accessible. Donc voilà, le bon vieux disque dur a fini de durer. 130 $ pour du 1 Tera là-dessus. Voilà. Sur des perfs corrects, c'est des bons disques, c'est une bonne marque, tu vas pas pleurer non plus.
Donc c'est pas encore dispo, ce sera pour le 24 août. Espérons qu'on continue à grimper dans les tailles là-dessus, parce que voilà, 8 Tera, ça commence à devenir sympa pour les NAS. Oui, c'est bien. Oui, oui, bien sûr. Affaire à suivre, évidemment, ça s'adresse pas à tout, tu l'as dit, ça s'adresse pas à tout le monde, il faut un budget quand même, voilà, faut le dire. Ça, et puis... Ah, pardon, je lui ai coupé la chic, vas-y, Non, j'allais dire que, comme tu as dit, ça permet de faire diminuer les prix des disques de catégorie inférieure, et dans les NAS, je me demande de la pertinence de mettre justement du 8 Tera. Moi, je préfère avoir plusieurs disques et avoir une grande capacité due à un RAID, par exemple, plutôt que mettre tous les œufs dans le même panier et me payer un disque de 8 Tera qui, le jour où il va mourir, me fera pleurer toute la larme. Oui, mais lui, il voit encore plus grand. Notre ami Seb, il va en acheter 2 ou 3, évidemment. Oui, parce qu'il va t'en mettre 4 en RAID, des 8 Tera. Oui. Donc, pourquoi t'en mettrais pas 4 ? C'est quoi cette question ? Pour ceux qui ont le budget, allez. Oui, c'est pour ça que je disais, c'est un budget. Voilà, il va te faire un RAID avec 8 disques de 8 Tera. Ah bah ça va performer, tu vois. Ah là, il y a des chances. La PHP va bien trôner là-dessus. On en est à la lettre W, et c'est pas un oui mais non. Pour une fois, c'est un Windows. C'est un oui comme un oui. W comme Windows. Alors que j'ai une oreille qui fait un drôle de bruit. Et on l'a mis directement en mode troll. Ah là, oui. Automatiquement, il est en mode troll. Windows, ça rame. Voilà, j'avais du mal à dire autre chose pour le titre. Voilà, tu vois, je t'en prie. Ça rame. Fais-toi des amis. Oui, plein. Mais alors, j'ai reçu des messages sur LinkedIn, suite au sondage d'ailleurs, qui me disait « Défends le libre ». Eh bien, je défends le libre, ça va me coûter la vie. Probablement que je vais avoir peur de marcher dans la rue pendant quelques jours, si j'utilise peut-être un Windows, tu vois. Longe les murs. Parce que ça m'est déjà arrivé par le passé en disant je te connais, et donc tu te demandes toujours quand on te regarde un mec qui fait 2 fois ta taille si tu vas te retrouver par terre ou pas. Donc voilà, tant pis, je prends des risques. Tant pis, Windows 10, ça rame. Voilà, c'est fait. Et donc le mec, il est très pointu, le mec de Phoronix. Il a une suite qui fait depuis plus d'une dizaine d'années, qui teste toute une série de performances avec des tests donc il teste ici les browsers avec différents scénarios, mais il teste ici SQLite, OpenJDK, les encodeurs vidéo, X264, etc., etc. Et donc de tout ça, à chaque fois il donne un score, et il a aligné une série de distributions Linux, Clear Linux, c'est une de chez Intel, qui est en train vraiment de monter pas mal dans un peu partout, parce que ils ont des performances qui sont assez incroyables. Et puis ils ont mis Fedora, parce que Fedora c'est une des plus utilisées en desktop avec Ubuntu, puis Manjaro, OpenSUSE, etc. et Windows 10. Et pour tous ces tests, tu te rends compte que le Windows, en fait, il est très 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 à la ramasse sur pas mal de points. Il y a une page sur laquelle Windows est le premier sur quasi tous les tests, c'est les tests browser. Donc apparemment, nos amis, que ce soit Chrome ou Firefox, ils se disent qu'il y a beaucoup de gens en desktop qui sont sous Windows, et donc ils ont mis beaucoup d'efforts à la performance des navigateurs sous Windows. Ce qui est en train de changer, parce que dernièrement, Firefox fait beaucoup d'efforts pour sa performance sous Linux, et ça se ressent très fort de release en release. Mais pour tout le reste, Windows est tellement à la ramasse que si on reprend le score, comme on en a parlé dans les précédents sujets ici, eh bien Clear Linux, sur la moyenne géométrique, il est à 47,95, le Windows 10, avec le tout dernier update, il est à 37,47. Donc je te laisse faire la différence, tu vois que ça pique quand même sur le même matériel, quoi. Et donc ce qui est amusant de regarder après, c'est le nombre de fois où sur un test Windows est arrivé en premier ou en dernier par rapport aux distributions Linux. Alors si on prend où il est en premier, il est sur 114 tests, il est arrivé 13 fois premier, donc 11% des tests. C'est pas génialissime. Clear Linux est à 55, donc 48% des tests, Clear Linux est en première position. Les autres, c'est une dizaine ou une vingtaine, ça dépend des distributions. Et alors, le nombre de fois, ça c'est beaucoup plus risible, où il est dernier, Windows est à 70,
Donc, sur 61% des tests, Windows est le dernier, le plus lent de tous les systèmes. Ça fait quand même réfléchir sur 2-3 détails. Oui. Voilà. Regardez notre ancien numéro, on en a fait un, passé sous Linux. C'est le moment, c'est l'instant. On a un vieil hors-série. Je vous y invite. On pourrait refaire une repasse d'ailleurs. Je pense qu'on pourrait le refaire en l'augmentant justement d'informations telles que celle-là. Ce serait tout à fait justifié quelque part. En desktop, il y a quelques années, c'était quand même assez chaud de mettre quelqu'un qui avait l'habitude d'un Windows, de le passer sur un Linux. Je vais essayer il y a un peu plus de 10 ans avec ma maman. Salut maman. Ça s'est fait. Putain, ça fait 262 numéros, c'est la première fois que j'ai bonjour à ma mère. Et tu vois quoi. Et donc j'avais essayé avec un LibreOffice et tout le bazar. Après 2-3 mois, le PC il s'allumait plus beaucoup, elle pleurait, et donc j'ai refoutu un Windows. J'ai eu pitié, mais j'ai essayé maintenant un Windows avec mes gosses ou même encore mon paternel. Salut papa, tu vois, tout est fait. Et en fait, comme ils utilisent que 2 ou 3 logiciels, ça va super bien. Ils vont juste sur Internet. Donc ils s'en foutent. Ils vont sur Internet, ils vont lire leur mail, ils éditent une photo, et pour le reste, l'OS en tant que tel, il n'existe plus. C'est tout est on the cloud. Donc Linux est en train de prendre doucement, mais très sûrement, ces derniers mois, il y a beaucoup d'emballement dans la communauté pour essayer de comprendre pourquoi, mais ça prend des parts de marché alors qu'il n'y a rien de spécial qui a été fait. Et donc, ça monte en desktop. De quelques pourcents. Oui, Sébastien, pardon. Oui, tu es en train de dire que Linux gagne en popularité sur le desktop parce que la part de fonctionnalité de l'OS sur le desktop est en train de diminuer et se déplace vers le cloud. Donc, c'est pas pour sa qualité. Non, c'est pas pour ça. C'est pas pour ça, mais en même temps, c'est le cas. Les gens sont pas troublés de changer l'OS. Tu peux aller sur n'importe quel OS, tu vas retrouver ton Chrome, ton Firefox. Donc, c'est facile de... Si ta boîte mail, c'est Gmail, que tu t'en fous du système d'exploitation qui est derrière. Mes parents sont sur une tablette maintenant. Parce qu'ils n'ont pas de besoin de manipulation de fichiers compliqués, etc. Eh bien, ça, c'est peut-être la tablette, c'est peut-être ce qui a coupé l'herbe sous le pied de Linux si longtemps. C'est-à-dire que je pense que beaucoup de gens d'un certain âge, on va dire d'un âge avancé, sans être péjoratif du tout, ne sont pas passés on les a pas fait passer à Linux pour leurs usages informatiques de base. C'est parce que la tablette remplissait cet office parfaitement. C'est parce qu'on n'est plus devant un outil informatique, du coup, c'est plus vraiment c'est une tablette, c'est pas c'est un peu déstressant aussi comme outil, c'est des gros boutons, machin, etc. Et donc voilà, s'il n'y avait pas eu la tablette, je pense qu'il y aurait aujourd'hui beaucoup plus de monde encore sous Linux pour les fonctions que Seb vient d'expliquer, les mails, Internet, point barre. Mais attention, ils n'ont pas dit leur dernier mot là-dessus. Sur tablette, il y a des premières... il y a déjà quelques tablettes sous Linux, mais il y a Pine, dont on a déjà parlé par le passé, qui faisait des Pine Phone et des petites cartes similaires à un Raspberry. C'est de l'ARM, quoi. Et ils viennent de sortir une Pine Tab, donc une tablette à 100 et quelques dollars. C'est pas exceptionnel comme tablette, mais c'est sous Linux, point. Ils ont un Pine Phone qu'ils ont sorti il y a aussi début d'année. Le PinePhone est sous Linux, point. Mais alors, tu as 6 ou 7 versions de Linux disponibles avec des différentes interfaces. On en a un au bureau qui est passé son téléphone du coup sous Linux. C'est déstabilisant, mais voilà, on s'amuse, on est des techs. C'est téléphone et tablette, c'est pas prêt pour du monsieur tout le monde. Non. Par contre, en desktop... Oui, pourquoi pas. C'est pas un combat soit de passionnés, soit de fanatiques open source, parce que Android c'est un kernel Linux. Je sais que c'est pas open source, mais voilà, la plupart des tablettes Android, les téléphones Android aujourd'hui tournent sous Linux. Attends, quoi dire tourner sous Linux, le kernel est Linux. Je vais pas enfoncer. Je veux pas enfoncer une porte déjà entrouverte, mais les tablettes sous Android, excuse-moi, mais moi j'y crois moyen, quoi. Très, très honnêtement. Smartphone, je dis pas. Il y a à boire et à manger dans toutes les écoles, mais s'agissant d'une tablette, c'est pas l'OS le plus sympathique à utiliser. Une fois de plus, c'est bien peut-être pour les gens qui ont envie de rentrer dans les settings et des choses du genre pour le mettre à sa mode, ça c'est clair. Mais pour le commun des mortels, monsieur, madame, tout le monde qui ne touchera jamais aux settings, c'est une galère, quoi. Attention, vraiment... on se trompe de débat. Linux n'a pas gagné comme ça à la base.
base. Non. Et sur les tablettes, c'est la même chose. Il va pas gagner là-dessus à la base. Non. Aujourd'hui, tu vas prendre une tablette sous Linux. C'est pas pour les mettre dans les mains de ma maman, même si Non. maman est très gentille, je la vois pas avec Quand ça. je faisais... Par contre, Ouais. si tu veux faire de l'embarqué, enfin pas de l'embarqué, si tu veux développer quelque chose et contrôler ton OS, tu prends une tablette sous Linux, tu sais que tu peux recompiler tout ce que tu as envie, tu contrôles ton OS, tu dégages tout ce que tu as envie, et c'est le cas. On avait des boards au bureau sous Android, et c'est au final, l'OS prenait la plupart du temps CPU pour la machine, et alors que nous on avait une seule app à faire tourner dessus, on a tapé un Linux, on est super content. Parce qu'on a enfin le contrôle réel de ce qui se passe sur cette machine. Donc en industriel, je pense que c'est le premier usage. Après, le desktop, c'est le deuxième usage. Au niveau desktop, il y a comment dire, l'hypothèse la plus crédible aujourd'hui sur l'augmentation de Linux en desktop, c'est grâce à Microsoft, parce qu'ils ont arrêté le support de Windows 7. Et les gens ne sont pas apparemment super fans de passer sur le 10. Donc ils se disent, tant qu'à faire, je fais le grand saut et j'essaye autre chose. Donc, et jusqu'ici, ça a l'air de tenir. Donc, c'est peut-être finalement le moment de Linux de récupérer des parts en desktop. Mais c'est pas Linux à la base, c'est pas l'OS qui est... Et ceci dit, l'abandon de Windows 7 pour beaucoup d'utilisateurs Windows, c'est pas un drame, mais c'est quand même il y a un petit passement au cœur quand même. Ça reste pour moi, je pense, le système d'exploitation signé Microsoft le plus populaire depuis le début. J'ai l'impression. En tout cas, de ce qui me revient à moi, des gens autour de moi. Moi, j'ai bien aimé aussi, mais bon, voilà, Windows 10 fonctionne. 3.11 était sympa. Pardon ? 3.11 était sympa. Oui, 3.11 était sympa aussi. Oui, effectivement. Oui, non, quelle horreur. On va arrêter de dire des horreurs, on va se faire bâcher. BIOS, à l'époque, c'était vraiment le top. Et il y a un fork libre qui a été fait de BIOS. Allez regarder, c'est très drôle aussi. On arrive au bout de cet épisode 262 parce que je ne sais pas ce qu'il me prend. Depuis quelques semaines maintenant, on avait l'habitude de faire un peu plus de 60 minutes. Là, on est en train de faire un peu plus de 90 minutes. Ce qui est quand même... voilà, il faut quand même le signaler. Ça commence à piquer un tout petit peu. Merci à vous de nous écouter. N'hésitez pas à vous abonner et de cliquer sur la petite cloche également si c'est sur YouTube pour avoir les notifications. Sinon, vous n'avez pas les notifications, c'est ballot. Et là, vous ne saurez pas quand on sort un nouvel épisode. Quoique, normalement, on sort un nouvel épisode toutes les semaines, c'est le jeudi soir. Vous pouvez le consommer quand vous le voulez. On s'en revient la semaine prochaine avec d'autres chroniqueurs, si je ne dis pas de bêtises, pour un nouvel épisode. Je suis là, je pense. Et toi, tu seras de la partie aussi, parce que les Sébastien se ressemblent, malgré tout. On arrive tout doucement en fin de saison, donc il va se passer des choses durant l'été, mais je ne sais pas encore vous dire quoi, parce qu'on va en discuter, nous, entre nous. Et je ferai également mon petit rapport de ce qu'a donné ce mini-sondage auquel vous vous êtes prêté, sans doute dans un off prochainement. Donc voilà, comme ça, tout le monde sera un petit peu au courant de ce que ça a révélé, si ça a révélé quelque chose, du moins. Je ne sais pas si mes petits camarades avaient un truc à rajouter ou pas. Non, il n'y a pas de là, il n'y a pas de là. Merci de nous suivre en tout cas, n'hésitez pas à... Oui, il voulait encore... Je dis bon courage à ceux qui nous ont écoutés jusqu'au bout pendant leur jogging. Ils sont partis loin aujourd'hui. Ils sont partis très très loin et donc maintenant, après une demi-heure, ils faisaient demi-tour, tu vois. Ils savaient qu'ils allaient encore avoir une demi-heure. Maintenant, ils doivent courir 45 minutes avant de faire demi-tour. Et ils se disent, il y a encore 45 minutes à courir après. Donc c'est bientôt des marathons. On va être sponsorisé par des marques de chaussures de footing. Merci à tous. À très bientôt, évidemment. Et n'hésitez pas, comme toujours, à commenter cet épisode. Ça fait vivre aussi la communauté et ça c'est aussi important. À très bientôt, salut.